Dans un gouffre sans fond, une jeune fille nommée Erland tombait tandis que son frère aîné regardait avec des yeux désespérés, criant son nom à plein poumon. Il marmonna qu'il allait bientôt la rejoindre, lui demandant de tenir bon encore un peu. Des signes d'épuisement et de panique apparaissaient sur le visage du jeune homme blond aux yeux violets, alors qu'il transpirait abondamment. Il se voyait entouré de fantômes monstrueux l'attaquant dans un état de terreur extrême. Il était rongé par le regret, souhaitant avoir continué à courir sans regarder en arrière à ce moment-là, et se demandait s'il aurait pu saisir sa main tendue s'il l'avait fait. Ses pensées furent interrompues par la voix d'Erland lui disant non, confirmant qu'il était depuis longtemps trop tard. Son sombre fantôme se matérialisa devant lui en attribuant entièrement la responsabilité, lui disant que tout ce qui se passait était de sa faute, et que sans ses actions insensées dans le passé, il ne serait pas dans cet endroit infernal. La scène se déplaça vers une forêt lumineuse où une femme se tenait derrière le jeune homme marchant main dans la main avec un petit enfant. Le jeune homme regarda un vieil homme gémissant de douleur, puis ces gémissements se transformèrent en un cri assourdissant. Un vieil homme aux yeux rouges sauvages se précipitait vers lui, réclamant son sang. Calmement, le jeune homme esquiva l'attaque de l'homme fou à son côté, puis lui asséna un coup rapide au cou, faisant crier l'homme de douleur. À ce moment, le jeune homme appela une créature nommée Medini, et un léger bip se fit entendre. Une petite créature ressemblant à un hibou émettant de la lumière apparut pendant que l'homme continuait à crier. Avant que son corps ne tombe au sol avec un bruit sourd, le jeune homme pensa que, comme prévu, ce n'était pas le bon moment non plus. Le jeune homme, connu sous le nom d'alchimiste Eden, commença à expliquer la situation. Il expliqua que l'homme, un rare collectionneur de champignons, avait été attaqué par un parasite. Ce parasite, que l'on trouve généralement dans les zones humides, contrôle son hôte grâce à une queue ressemblant à une sangsue, ce qui provoque chez l'hôte une envie irrésistible de sucer le sang, ce qui explique ses yeux rouges et l'apparition de crocs. Eden rassura la femme en lui disant que l'homme allait bien maintenant que le parasite avait été détaché de son corps. La femme le remercia et lui dit qu'elle lui donnerait immédiatement la récompense promise. Eden refusa d'abord la récompense en disant que ce n'était pas grave, mais mentionna qu'il avait juste une question. Mais la femme insista pour qu'il la prenne, expliquant que le montant était exactement de 10 millions, et qu'ainsi il ne lui devrait rien. Eden prit à contre-cœur le lourd sac d'argent. Réalisant qu'elle n'avait pas de bons sentiments pour lui, il pensa que cette somme énorme à la périphérie du royaume de Cridio équivalait probablement à un salaire annuel complet. Néanmoins, il résolut qu'il devait faire ce qu'il avait à faire. Eden demanda à la femme si elle avait entendu parler d'incidents similaires auparavant, donnant l'exemple d'une race comme les vampires. Dès qu'il mentionna le mot vampire, Eden fut frappé au cou. La femme réalisa ce qu'elle avait fait et fut choquée par son action, notant qu'elle avait instinctivement tressailli en entendant le mot. Alors qu'Eden tremblait de douleur, il lui demanda avec étonnement quel genre d'exercice elle faisait habituellement, et une notification apparut indiquant « Jour février 2001, frappe de la paume, 296e fois ». Il pensa que c'était toujours bon, puis dit à son petit compagnon qu'ils avaient un autre endroit où aller, alors il devrait se dépêcher. Plus tard, il vit un petit enfant déguisé en vampire déclarant joyeusement qu'il était un vampire. Eaton rassura la vieille femme en lui disant que le petit garçon n'avait pas d'autre problème, expliquant qu'il imitait les méchants parce qu'il les admirait et lui conseilla d'être prudent. Puis la femme jeta un petit sac par terre devant lui en disant que c'était la récompense promise. Elle lui dit d'un ton tranchant qu'avec cet arrangement, il considérait qu'il n'avait reçu aucune aide de sa part et lui demanda s'il comprenait, ce à quoi il répondit par l'affirmative avec la tête baissée. La femme gronda l'enfant nommé Lucie pour son comportement et pour avoir imité les vampires, exprimant son regret qu'à cause de la situation, elle ne pouvait pas appeler les chevaliers et devait compter sur de mauvaises personnes pour ses demandes. Eden, souriant, profita de la situation et demanda à nouveau à la femme si elle avait entendu des histoires ou des rumeurs sur les vampires, mais il se mit soudain à cracher du sang alors qu'il recevait un violent coup de poing de la femme. Une fenêtre système apparut devant lui indiquant le jour 2602 de la chasse aux vampires, coup de poing, 176e fois. La réaction de la femme était extrêmement violente, et elle demanda comment ces traîtres osaient mentionner le nom des vampires. Elle ordonna ensuite à Lucie d'y aller et cria que les vampires devaient être exterminés, faisant se demander à Eden pourquoi les réactions de tout le monde étaient si exagérées. Des souvenirs des mauvais traitements qu'il avait reçus lui traversèrent l'esprit. Quelqu'un avait craché sur son pied une fois. Une autre fois, des villageois l'avaient menacé avec une pelle, et les chevaliers l'avaient chassé juste pour avoir signalé des observations de vampires. Eden se sentit épuisé et serra sa poitrine, réalisant que son corps ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps si les choses continuaient ainsi. Il déplora que la réaction de tout le monde était exagérée juste parce qu'il mentionnait le nom, souhaitant qu'il l'ait au moins écouté un peu. Il se tourna ensuite vers sa petite compagne, Medini, lui assurant qu'il n'avait pas l'intention de manger qui que ce soit. Soudain, un autre garçon aux cheveux verts apparut, serrant Medini dans ses bras, et rappela à Eden qu'il lui avait dit auparavant qu'il le suivrait jusqu'au bout. Eden fut surpris par son apparition et lui demanda comment il était arrivé ici à nouveau. Eden se demanda comment le garçon avait réussi à le suivre tout ce chemin depuis son village,
et le garçon répondit avec assurance qu'il connaissait la région autour de son village comme sa poche et qu'il pouvait le suivre partout où il allait. Le garçon s'inclina ensuite devant lui, le suppliant de l'accepter comme son disciple, déclarant son désir de devenir un super alchimiste comme Eden. Eden était perplexe quant à l'endroit où le garçon avait entendu cela, et le garçon expliqua qu'il avait lu à son sujet dans le magazine d'alchimie du mois dernier, qui comprenait un article exclusif sur Eden Isaac, l'un des 5 super alchimistes, faisant maudire à Eden cette interview de presse dans son esprit. Eden se souvint d'avoir accepté l'interview parce qu'il lui avait promis des informations précieuses, mais tout ce qu'il avait obtenu était un conseil sur la façon de faire briller la peau de Modini, les décrivant comme des escrocs. Le garçon continua ses supplications, insistant sur le fait qu'il ferait tout ce qu'il demandait en échange de son acceptation comme disciple. Eden refusa catégoriquement sa demande, lui disant que s'il voulait devenir alchimiste, il devait aller à l'Académie Oracle au centre du royaume de Cridio pour apprendre les bases. Mais le garçon objecta que la vie est une expérience pratique, et que s'il devenait le disciple d'Eden, il apprendrait plus vite et serait capable de trouver son propre style d'alchimie. Le garçon insista sur le fait qu'il était prêt depuis longtemps, alors Eden s'assit avec lui et lui demanda avec scepticisme combien il en savait sur l'alchimie. Le garçon répondit avec assurance qu'il avait déjà fini de comprendre les origines de l'alchimie et des sciences fondamentales à partir de magazines, et qu'il s'était bien préparé en apprenant des arts martiaux de base comme grimper aux arbres rapidement. Il ajouta que tout ce dont il avait besoin était d'obtenir l'éther, qui est appelé la source de l'alchimie, pour croire qu'il pouvait pratiquer l'alchimie de base. Eden fut impressionné par la connaissance de l'existence de l'éther du garçon, le qualifiant d'incroyable. Eden confirma que ce que le garçon disait n'était pas impossible car l'éther est la source d'énergie infinie et unique. Eden révéla qu'il possède la plupart de l'éther sur le continent d'Eden, ce qui excita le garçon qui sentit que sa chance était venue. Mais Eden poursuivit ses mots en levant un doigt, expliquant que, bien sûr, il y avait un problème. Eden expliqua que le problème est que tout l'éther existant est utilisé pour maintenir la ville d'alchimie flottant dans le ciel, et on dit qu'il est utilisé pour maintenir l'Acta. En conséquence, la quantité d'éther que possèdent les alchimistes est nulle. Et bien qu'ils comprennent un peu plus le système et les lois du monde que les autres, ils ne sont pas différents des gens ordinaires. Le garçon demanda avec étonnement comment Eden pouvait alors utiliser l'alchimie, croyant que c'était impossible. Eden répondit qu'ils avaient fait un contrat. Il expliqua qu'ils concluent ce contrat, au péril de leur vie, pour générer une force équivalente à la puissance de l'éther. Il est connu que la force vitale pure peut produire de l'énergie comme l'éther. Sur la base de ce fait, ils utilisent leur propre vie comme prix pour l'utilisation de leur alchimie. Pour cette raison, les salaires des alchimistes sont très élevés parce qu'ils se battent littéralement en utilisant leur âme. Eden ajouta que la durée de vie moyenne d'un alchimiste est la moitié de celle d'un humain normal et qu'il est courant de mourir jeune parmi eux. Ils sont également envoyés dans des endroits éloignés dans le but de connaître et d'explorer, et ils doivent régulièrement répondre à des demandes. Il lui dit que c'est la vérité qui ne peut pas être apprise dans les livres et lui demanda à nouveau s'il souhaitait toujours devenir alchimiste après tout cela. Le garçon répondit par l'affirmative sans hésitation et lui rappela qu'il était l'alchimiste qui avait sauvé leur village. Il raconta comment une peste s'était propagée dans leur village, provoquant le flétrissement soudain des corps. Et malgré leur demande d'aide, tous les villages voisins leur ont tourné le dos. Même les chevaliers qui protègent le royaume ont refusé d'envoyer du soutien, affirmant que le village était trop isolé. Juste au moment où tout le monde pensait que c'était la fin, l'alchimiste apparut comme un sauveur et résolut le problème. Le garçon admit que les villageois ne l'avaient pas remercié, mais lui avait plutôt jeté de l'argent et lui avait ordonné de partir, mais il insista sur le fait que c'était différent pour lui. Eden commenta que le fait de leur trahison de l'humanité ne changerait pas même après une longue période. Il commença à raconter une histoire historique que le garçon avait peut-être lue dans des livres. Il y a 200 ans, les vampires ont déclenché le pire événement de l'histoire du continent d'Eden, la guerre des races. En une semaine à peine, 70% des humains ont disparu, comme beaucoup d'autres races. Les gens ont commencé à chercher désespérément des alchimistes, mais ces derniers ont refusé de les aider, affirmant qu'ils étaient encore incomplets. Ils se contentaient d'observer l'horrible scène depuis le ciel, espérant un miracle comme tout le monde. Eden a continué en disant qu'un miracle s'était effectivement produit lorsque le royaume a trouvé un pouvoir appelé la bénédiction de Sisu. Et grâce à ce pouvoir, les chevaliers ont pu vaincre les vampires. La paix est revenue à Eden, mais les alchimistes traîtres sont toujours détestés par le peuple jusqu'à ce jour. Le garçon l'a interrompu, disant que même son frère de 4 ans connaissait cette histoire et que ce dont il voulait parler datait d'un passé lointain, et qu'ils avaient maintenant besoin de réconciliation et d'interaction. Soudain, Eden s'est levé brusquement, ce qui a surpris le garçon, et lui a dit qu'il devait partir maintenant, exprimant que la conversation avait été agréable après longtemps. Puis Eden a souri et a dit au garçon qu'il le reverrait plus tard dans l'Octa. Quelques instants plus tard, le garçon a entendu une énorme explosion et s'est demandé avec inquiétude si Eden l'avait également entendu, notant que quelque chose d'important semblait s'être produit. Pendant ce temps, Eden était déjà parti. Réalisant que l'explosion venait de cette direction, il avait la forte impression que cette fois,
cela pourrait être lié à un vrai vampire, car les informations qu'il avait sur une créature bipède qui tue en suçant le sang correspondaient. Il espérait que sa longue recherche finirait par payer, et il s'est préparé au combat, invoquant son compagnon, Medini, et préparant son pistolet alchimique. Eden s'est rapidement dirigé vers la source du son, mais il a remarqué qu'en se rapprochant, l'air devenait étrangement plus froid. Il s'arrêta soudainement, choqué par la scène qui s'offrait à lui, où le sol était recouvert de restes de monstres étranges mis en pièces. Modini a commencé à émettre un signal d'avertissement répété, ce qui a amené Eden à se demander si quelqu'un d'autre se trouvait dans les environs. Soudain, un énorme monstre serpent l'a attaqué depuis la glace, mais Eden a réussi à arrêter l'attaque en utilisant une capacité alchimique pour ralentir le temps. Eden se demandait comment un serpent de sang pouvait se trouver à cet endroit, car cette créature est censée vivre uniquement dans le désert de Nivma. Bien qu'il ne comprenne pas la situation, il a décidé qu'il ne pouvait pas manquer l'occasion d'obtenir un échantillon aussi précieux. Se considérant chanceux pour cette découverte, il a pointé son pistolet et a tiré sur la créature, mais a été surpris de trouver une autre personne encore en vie. Eden s'est rendu compte que ce serait un casse-tête de gérer cette situation avant qu'un grand groupe de serpents de sang ne l'attaque de toutes les directions. Il a utilisé une capacité alchimique pour ralentir le temps et a déchaîné la compétence sur tous les serpents autour de lui. Les serpents de sang se sont figés sur place, incapables de bouger. Eden a noté que comme il y avait beaucoup d'ennemis cette fois, il pouvait se déplacer plus librement, mais il était déjà trop tard. Il a utilisé la technique alchimique du tir fantôme et a tiré dans les airs, éliminant tous les serpents en même temps. Il en a conclu que les rumeurs qu'il avait entendues étaient à cause de ces créatures. Après la fin de la bataille, il a vérifié l'état de l'autre personne qui était blessée et a demandé avec inquiétude s'il était toujours en vie. Alors qu'il se préparait à lui donner des médicaments, l'homme l'a interrompu pour lui dire qu'il n'y avait pas besoin car il allait mourir de toute façon. Eden a poursuivi sa conversation avec l'homme mystérieux qui s'est avéré être un autre alchimiste portant un manteau blanc gelé et souffrant de graves blessures. Eden a reconnu l'outil que l'autre alchimiste tenait dans sa main, se demandant s'il s'agissait du sceau de la vie. L'homme mourant lui a dit qu'il le saurait s'il l'ouvrait. En effet, lorsqu'Eden a ouvert le sceau, il a confirmé qu'il appartenait à un alchimiste qui l'avait précédé et qui l'avait dépassé lors de la mort. Le sceau de la vie est un outil essentiel pour les alchimistes, créé pour empêcher l'utilisation imprudente de l'alchimie, car le temps enregistré sur celui-ci se fige lorsque l'alchimie est utilisée. Lorsque la limite autorisée est dépassée, le sceau entre dans un état de dépassement de l'heure de la mort, ce qui représente le moment critique entre la vie et la mort. En regardant le sceau, Eden a déduit que l'alchimiste qui l'avait précédé avait affronté un grand nombre de serpents de sang, et qu'il était un alchimiste de niveau intermédiaire comme lui, appartenant au groupe d'alchimie du givre, Nyxelo. L'alchimiste mourant a parlé avec difficulté en appelant Eden par son nom complet, Eden Isaac, confirmant qu'il était l'alchimiste du temps. L'homme a exprimé son étonnement de voir l'alchimie d'Eden par lui-même, décrivant la capacité d'arrêter le temps d'un adversaire comme un pouvoir qui transcende l'essence de la nature. Il a expliqué qu'il comprenait maintenant pourquoi ils étaient appelés super-alchimistes. Il a raconté comment l'endroit était une zone de guerre complète et comment les serpents de sang l'avaient poursuivi de manière si inattendue qu'il n'avait pas pu vérifier son sceau de vie à temps, ce qui l'avait conduit à abuser de son alchimie. L'homme a soupiré avec regret, disant que son but était de mourir de vieillesse, le rêve de tout alchimiste, mais maintenant il mourait pour la raison la plus courante parmi eux. Il a avoué que le sentiment qui l'accablait était le vide plus que la tristesse. Considérant l'utilisation de la vie comme matière première, leur destin maudit, Eden lui a demandé s'il avait des derniers souhaits. L'homme a répondu qu'il n'avait pas de souhait particulier car il était toujours préparé à ce destin, mais il se sentait curieux, disant à Eden qu'il était un être spécial parmi eux et qu'une fin différente l'attendait avant de rendre son dernier souffle. Après la mort de l'homme, Eden a remarqué un étrange papillon bleu planant autour de lui et a soudainement senti une forte emprise sur sa main. Il a entendu la voix de l'alchimiste décédé, Hello, résonner dans son esprit, lui disant d'écouter attentivement. La voix lui a parlé d'une forêt intacte par un seul rayon de lumière à la périphérie près de la porte ouest du royaume de Crassio, écho plus profond de cette forêt, un vampire disparu dormirait. Eden a crié de surprise, se demandant pourquoi on lui disait cela si soudainement et à propos de l'immense pouvoir qu'il ressentait. La voix d'Ilo l'a averti d'être prudent, car à l'intérieur se trouvait un monstre qui avait transcendé la mort. Après que la voix et les papillons bleus se soient estompés, Eden a appelé Modini. Il l'a rapidement ramassé et a décidé qu'il devait chasser le papillon bleu, croyant que l'événement récent devait y être lié. Il s'est envolé à sa recherche, se demandant où il était. Après des heures de recherche infructueuses, il s'est assis épuisé, se demandant où il pouvait être. Alors qu'Eden était allongé sur le sol, épuisé, Modini lui a dit qu'elle avait envoyé un signal de mort à Acta, donc l'affaire de Monsieur Hilo se réglerait bien. Mais Eden a nié cela, insistant sur le fait qu'il ne signalerait rien tant que cette mission ne serait pas terminée. Il croyait que le propriétaire de ce papillon bleu connaissait sûrement l'emplacement du vampire. Et bien qu'il ne sache pas comment cette personne savait qu'il recherchait des vampires, il a décidé de faire confiance à l'information.
Il a regardé une photo de lui avec une jeune fille à l'intérieur de son seau de vie, réalisant que le travail qu'il recherchait depuis 7 ans pourrait enfin être accompli. Ailleurs, d'étranges papillons verts planaient autour d'une dame en robe noire. Un homme se trouvait dans la zone, criant à l'aide, jurant qu'il ne dirait à personne ce qui s'était passé ici ou la vérité sur les vampires, et qu'il ne prononcerait pas un seul mot, mais une voix mystérieuse lui a ordonné de se taire. Si silencieux que même le son de sa respiration ne pouvait plus être entendu après qu'elle l'ait brutalement tué. Eden est arrivé dans la forêt qu'Elo avait décrite, qu'aucun rayon de lumière ne pénétrait, la trouvant exactement comme elle avait été décrite. Bien qu'il ait l'impression d'être tombé dans un piège, il avait la forte impression qu'un vampire l'attendait à l'intérieur. Eden a ressenti un regain d'excitation et d'énergie. C'était la première fois qu'il recevait des informations dans une situation aussi étrange. Il a demandé à Modini d'éclairer, affirmant que s'il y avait effectivement un vampire, ce genre de risque n'était rien. Eden est entré dans l'obscurité noire et a crié, demandant si quelqu'un était là. Il marchait prudemment, appelant, mais il n'y a pas eu de réponse. Il a senti que c'était étrange. Bien qu'il ait erré pendant 1 heure, il ne s'était pas habitué à l'obscurité et ne ressentait aucun signe de vie. Soudain, il a aperçu un pied humain passer rapidement, et il a crié à Modini, lui demandant si elle l'avait vu aussi. Quelques instants plus tard, il a aperçu un bras passer rapidement, et il a crié à nouveau, certain qu'il était impossible pour une personne de se trouver dans une forêt comme celle-ci. Soudain, il a entendu une voix dire qu'elle l'avait attrapé. Il s'est retourné avec étonnement et a demandé à Medini si elle avait entendu la voix, mais il n'a pas pu la trouver. Il l'a appelée avec inquiétude, se demandant ce qui se passait, et a soudainement senti quelque chose s'approcher de lui par derrière, et a entendu une voix sinistre lui dire qu'elle l'avait attrapé aussi et lui ordonnant de mourir. Dans l'obscurité, Eden a été soudainement attaqué, mais il a utilisé la compétence de l'alchimiste pour arrêter le temps, et l'épée s'est arrêtée juste avant de percer son cou. Il s'est demandé si c'était la raison pour laquelle personne n'était jamais ressorti vivant de cette forêt. Il s'est rendu compte que ce qui l'attaquait était un cadavre sans tête. Au début, il a pensé que c'était une sorte de ghoul et qu'il savait comment s'occuper des cadavres réanimés, alors il a prévu de jeter un tissu de son sac sur son visage. Mais la créature était plus rapide et plus forte qu'il ne s'y attendait, et Eden a de justesse esquivé une autre attaque. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple ghoul, mais d'un fantôme piégé dans cet endroit. Il en déduisit que si le corps avait eu un vaisseau de vie, l'effet de son alchimie temporelle aurait été absolu, mais ce fantôme n'était pas affecté. Eden commença à réfléchir à l'étrangeté de la forêt elle-même. Aucun rayon de soleil ne la pénétrait, et malgré sa course, il n'avait trébuché sur aucune roche ni arbre, ce qui l'amena à conclure que cet endroit était un espace construit, et il se demanda si quelque chose était protégé ici, ce qui correspondait aux rumeurs d'un vampire endormi à proximité. Soudain, le fantôme parla, lui demandant s'il était venu pour blesser cette personne également. Eden utilisa son pouvoir pour ralentir le temps, afin de demander au fantôme si cette personne qu'il mentionnait était un vampire. Il le rassura ensuite en lui disant qu'il souhaitait seulement rencontrer la personne qu'il servait, mais le fantôme refusa avec colère, se demandant comment quelqu'un comme Eden osait perturber le sommeil de son maître et promit qu'il mourrait d'une mort plus brutale que quiconque. Eden expliqua que bien que 200 ans se soient écoulés depuis la guerre des races, les humains considéraient toujours les vampires comme une source de peur et d'anxiété. Et à cause de cela, les chevaliers du royaume de Cridio étaient toujours actifs, traquant chaque vampire survivant. Le fantôme déclara qu'il maudissait toujours les humains, insistant sur le fait que Lady Anne n'avait jamais voulu la guerre, mais qu'elle avait plus peur que quiconque. Pourtant, elle a été forcée de mourir juste parce qu'elle était un vampire. Le fantôme décrivit tous les humains comme le même genre de monstre. Eden présenta ses excuses pour le passé, reconnaissant qu'il devait y avoir eu des victimes de la guerre parmi les vampires aussi. Il souligna que c'était précisément pour cela qu'il voulait rencontrer le vampire et que ce n'était pas seulement par curiosité. Eden proposa un marché au fantôme, lui demandant de le laisser rencontrer sa maîtresse, Lady Anne. Il lui assura qu'il était prêt à donner sa vie avec joie si tel était le prix. Eden avertit le fantôme que les chevaliers finiraient par trouver cet endroit et tueraient brutalement Lady Anne endormie, mais il s'engagea à la protéger même si cela lui coûtait la vie, expliquant que c'était quelque chose qu'il souhaitait depuis longtemps. Le fantôme demanda pourquoi Eden était si insistant et prêt à risquer sa vie. Eden révéla qu'un alchimiste avait enlevé son jeune frère après un tragique accident. Il expliqua que cet alchimiste, nommé Ivan, se livrait à l'alchimie interdite dans le but de devenir un dieu. Eden admit qu'il était trop faible à l'époque et qu'il ne pouvait rien faire, mais les choses avaient changé maintenant. Eden prévoit d'obtenir du sang de vampire pour acquérir un corps immortel, ce qui lui permettrait de transcender les limites de l'alchimie. Avec ce pouvoir, il récupérerait son frère et commencerait sa sanglante vengeance, c'est pourquoi il a besoin de Lady Anne. Le fantôme commenta qu'Eden était aveuglé par le désir de vengeance, mais il fut impressionné par sa détermination et sa conviction. Il décida de lui donner une chance de prouver sa résolution. Medini apparut dans la main du fantôme, qui dit à Eden que ce compagnon lui était aussi cher qu'un membre de sa famille. Il doit tuer avec un couteau. S'il le faisait, cela lui donnerait une chance de rencontrer la dame.
Quelques instants plus tard, Eden apparut, ayant poignardé Medini. Considérant cela comme une preuve de son sérieux et exigeant d'être autorisé à rencontrer Lady Anne comme promis, le fantôme reconnut qu'Eden ne le trompait pas et lui dit qu'il pouvait rencontrer Lady Anne en suivant un chemin dans la forêt. Soudain, Medini vola vers Eden en faisant un son. Eden la serra dans ses bras et la rassura en lui disant que tout allait bien maintenant, ce qui déconcerta le fantôme qui se demandait comment elle était revenue à la vie après avoir été poignardée avec un couteau. Eden expliqua que son amie et assistante, Medini, est un être vivant créé grâce à l'alchimie. Elle peut être poignardée et tuée, mais elle peut aussi revenir à la vie instantanément. Eden annonça qu'il avait rempli sa promesse et qu'il allait maintenant rencontrer Lady Anne. Le fantôme se mit en colère, croyant qu'Eden l'avait trompé et jura de le mettre en pièces et de le tuer brutalement. Eden répondit calmement qu'il n'avait pas l'intention de le tromper et souligna que cette situation n'était pas urgente pour lui seul. Eden conclut que le fantôme lui avait donné une chance dans une situation où il aurait pu facilement le tuer, ce qui signifiait que le fantôme lui-même avait un attachement persistant et un désir de sauver sa maîtresse. Finalement, Eden demanda au fantôme de lui confier la tâche de sauver sa maîtresse mourante. Le fantôme reconnut qu'Eden attendait ce moment autant que lui. Il réalisa qu'Eden avait tout compris depuis le début. Le fantôme s'excusa auprès de sa maîtresse dans ses pensées, admettant qu'en dépit de la tromperie d'Eden, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir, un espoir que cette fois serait différente. Eden emprunta le chemin illuminé que le fantôme lui avait montré, et après avoir atterri dans un endroit rempli de fleurs, il trouva finalement ce qu'il cherchait. Il vit une femme allongée sous un grand arbre et se demanda avec étonnement si c'était le monstre qui avait ravagé le pays il y a 200 ans. Eden remarqua que la femme était poignardée avec une lance plantée dans sa poitrine et réalisa que cette lance était imprégnée du pouvoir de Sisu, ce qui était la raison pour laquelle elle, même en tant que vampire, ne pouvait pas se rétablir. Eden se sentit soudain faible et tomba à genoux, s'excusant auprès de Modini de s'être laissé déconcentrer. Il lui dit qu'il ne sentait plus son corps, mais qu'il était heureux qu'il l'ait enfin trouvé car cela le rapprocherait d'Erlan. Eden se souvint d'un passé lointain où lui et sa sœur préparaient une fête d'anniversaire surprise pour une fille nommée Marie. Sa sœur, Erlan, avait découvert son plan parce que ses expressions faciales étaient si évidentes et lui dit qu'il serait certainement découvert de cette façon. Elle le força à sourire artificiellement, lui disant qu'ainsi, il ne serait pas découvert. De retour dans le présent, Eden sourit artificiellement et demanda à Modini avec joie s'il avait l'air complètement à l'aise maintenant. Eden regarda le visage de Lady Anne endormie et se demanda si c'était vraiment un visage d'il y a 200 ans, car il était complètement différent de l'image qu'il avait imaginée. Elle lui semblait être une personne tout à fait ordinaire. Eden décida qu'il saurait la vérité quand il la réveillerait et retira la lance plantée dans sa poitrine. Il sortit une boîte contenant 2 pilules rouges brillantes, expliquant que seulement 2 fleurs de vie de sang pouvaient être fabriquées chaque année à partir de l'essence de l'alchimie. Il se souvint des instructions qu'il avait reçues de l'utiliser lorsque Marie était sur le point de mourir et que le sang coulait d'elle comme une fontaine. Eden pensa que la situation actuelle était similaire à sa situation avec Marie, mais avec des sentiments différents. Il retira la lance de la poitrine de Lady Anne et plaça l'une des pilules de fleurs de vie de sang dans la blessure, espérant que cela fonctionnerait. Avant que la fille ne se réveille, il l'attacha avec des cordes. Quelques instants plus tard, Lady Anne commença à reprendre conscience. Elle se demanda d'abord quel était le son qu'elle entendait et qui était là. Eden courut vers elle et lui demanda si elle allait bien alors qu'elle se réveillait complètement. Lady Anne reprit progressivement conscience, se demandant où elle était et si elle était toujours en vie. Elle se souvenait vaguement de s'être échappée de quelque part, puis fut surprise lorsqu'elle réalisa qu'elle était attachée avec des cordes. Eden la rassura et exprima son bonheur qu'elle soit en vie, expliquant qu'il était inquiet parce qu'elle n'avait pas répondu depuis 1 heure. Puis il lui dit la vérité choquante. 200 ans s'étaient déjà écoulés. Eden expliqua que la guerre des races s'était terminée par la victoire de l'humanité et supposa qu'elle s'était peut-être endormie ici en s'échappant. Il justifia le fait de l'avoir attachée avec des cordes comme une mesure de précaution parce qu'il n'a qu'une seule vie et ne voulait prendre aucun risque. Il essaya de la rassurer en lui disant qu'il ne ferait rien d'étrange. Lady Anne saisit l'occasion et l'attaqua avec colère. Eden se pencha rapidement pour esquiver l'attaque. La dame demanda ce qu'il lui avait fait et jura de le tuer. Elle menaça de sucer son sang jusqu'à ce que son corps soit complètement sec. Eden commenta froidement sa menace, exprimant son bonheur de confirmer qu'elle était un vampire, mais réalisa qu'il ne serait pas possible de traiter avec elle facilement. Lady Anne l'attaqua en criant « Meurs humain ». Mais Eden utilisa sa capacité de ralentissement du temps et la figea sur place. Il lui demanda calmement de parler, admettant qu'il savait qu'elle était en colère à cause du passé, mais elle refusa avec colère, le traitant d'humain arrogant et se demandant comment il osait lui donner des ordres. Eden lui dit avec regret que sa tentative était futile. Il se présenta ensuite formellement, déclarant qu'il était Eden Isaac, l'alchimiste du temps. Il lui a expliqué qu'il contrôlait le temps, et tant qu'un réceptacle de vie restait dans un corps, il pouvait ralentir le cours du temps pour tout. Il a ajouté que, de plus, si la cible était une seule personne et pas beaucoup, il ne pourrait pas bouger un seul cheveu. Puis il s'est un peu moqué de sa pose d'attaque figée, soulignant qu'elle avait l'air drôle.
Lady Anne a exigé avec colère qu'Eden la libère immédiatement, lui demandant ce qu'il voulait d'elle. Eden répondit calmement, notant qu'elle avait enfin décidé de parler et suggéra qu'ils aillent droit au but. Eden expliqua qu'il voulait retrouver sa jeune sœur qui avait été enlevée il y a 8 ans, et pour cela, il avait besoin de sang de vampire. Lady Anne fut surprise et demanda si cela signifiait qu'il voulait devenir un serviteur de sang. Eden confirma, expliquant que bien que l'alchimie soit un grand pouvoir qui permettait aux humains de dépasser leurs limites, elle a une limitation physique dans l'érosion de la vie de son utilisateur. Mais il avait entendu dire qu'un serviteur de sang pouvait obtenir du sang de vampire et gagner un corps immortel. Eden déclara qu'il avait besoin de devenir plus fort qu'il ne l'était maintenant et que ce pouvoir était le plus nécessaire et le plus urgent pour lui. Eden proposa un marché à Lady Anne. Il lui rappela que bien que la guerre des races se soit terminée par la victoire de l'humanité il y a 200 ans, les chevaliers étaient toujours déterminés à tuer les vampires survivants. Eden s'engagea à la protéger, et en retour, il obtiendrait son sang et deviendrait le serviteur de sang qu'il voulait. Considérant ces termes comme bons pour les deux parties, Lady Anne réfléchit à la situation, réalisant qu'elle s'était réveillée pour constater que la guerre était perdue et que 200 ans s'étaient écoulés, ce qu'elle considérait comme le pire scénario possible. Quand elle essaya de bouger, Eden lui rappela que c'était futile, et que le temps est absolu. Lady Anne accepta sa requête, lui demandant de la libérer rapidement. Eden la libéra immédiatement, mais elle tomba au sol, et Eden demanda avec inquiétude si elle allait bien. Mais après avoir été libérée, Lady Anne commenta que l'alchimie d'Eden était intéressante, mais que cela ne changeait rien au fait qu'il n'était qu'un faible humain. Elle se demanda comment il osait lui proposer un marché, expliquant que la position de serviteur de sang est réservée au guerrier le plus fort, pas une position triviale que quelqu'un comme lui pourrait obtenir pour sauver sa sœur. Elle ajouta que puisqu'il n'allait pas la tuer, il était inutile pour eux de gaspiller plus d'énergie. Elle le remercia de l'avoir sauvé, mais considéra que c'était la fin de la ligne entre eux et lui fit ses adieux. Dans une tentative désespérée, Eden l'arrêta et lui montra le magazine d'alchimie dans lequel seuls les alchimistes les plus forts apparaissent, soulignant que c'était une interview exclusive que tout le monde ne pouvait pas obtenir. Il pensa que sa tentative avait échoué. Lady Anne soupira, et Eden pensa que les choses se compliquaient et qu'il allait sûrement mourir. Il se demanda ce qu'il devait faire maintenant et se demanda s'il devait d'abord commencer une longue bataille en utilisant l'alchimie. Alors qu'Eden se demandait s'il devait frapper Lady Anne et la kidnapper, elle le surprit en disant qu'il aurait dû lui dire ça plus tôt. Elle déclara qu'il était le plus fort des forts et qu'il n'y avait pas de meilleur candidat pour être son serviteur de sang, confirmant qu'il était pleinement qualifié. Eden répondit joyeusement, notant son bon jugement et qu'il n'y avait pas de talent comme le sien nulle part. Mais il pensa qu'elle était étonnamment naïve, et c'était l'arnaque la plus facile de sa vie. Eden demanda avec impatience s'il allait être mordu immédiatement, admettant qu'il n'était pas tout à fait préparé mentalement. Mais Lady Anne répondit avec surprise, expliquant qu'elle savait maintenant qu'il était le plus fort, mais qu'il ne l'avait pas encore prouvé. Elle lui dit qu'il s'était seulement qualifié. Et s'il prouvait qu'il était le plus fort à partir de maintenant, elle lui permettrait officiellement de devenir son serviteur de sang. La dame demanda à Eden s'il avait naïvement pensé qu'il deviendrait l'un d'eux immédiatement. C'est alors qu'Eden réalisa qu'il avait été trompé. Malgré son choc, Eden se reprit et accepta le défi. Eden était confiant qu'elle avait prévu cela depuis le début, et il croyait qu'elle avait orchestré tout cela juste pour se venger de lui, demandant à Lady Anne quelle méthode elle préférait pour qu'il prouve sa force. À ce moment-là, Lady Anne s'arrêta et lui demanda comment il connaissait son nom, puis réalisa soudainement et se demanda comment il savait qu'elle était une vampire en premier lieu. Eden répondit que l'une des servantes qui la protégeait le lui avait dit. Il expliqua qu'il ne savait pas à quoi elle ressemblait parce qu'elle était sans tête, mais il semblait qu'elle protégeait cet endroit depuis longtemps. La confusion de Lady Anne grandit, demandant de quelle servante sans tête il parlait. Soudain, elle ressentit quelque chose d'étrange et commença à perdre sa concentration. Une entité maléfique sombre apparut dans son esprit, répétant le mot effacer, et cette entité commença à effacer ses souvenirs avec un grand pinceau. Cet être continua d'effacer ses souvenirs un par un. Tous ses souvenirs étaient accrochés à un mur, et l'être n'arrêtait pas de les effacer avec son pinceau. Puis l'être réalisa que Lady Anne le regardait, alors il se tourna vers elle, et il sourit d'un sourire sinistre en disant « Effacé ». Quelques instants plus tard, Lady Anne serra sa tête de douleur et dit à Eden qu'elle ne se souvenait de rien et demanda ce qui s'était passé. Eden nota avec inquiétude que quelque chose n'allait pas. Quand Lady Anne essaya de rassurer Eden qu'elle allait bien, il l'attrapa et demanda avec scepticisme si elle allait vraiment bien. Soudain, elle commença à agir étrangement. Sa forme changea, ce qui les déconcerta tous les deux. Elle cria qu'elle n'allait pas bien du tout. Eden fut surpris par ce changement soudain, et Lady Anne se transforma en une petite enfant. Eden réalisa que c'était le déguisement du vampire dont il avait seulement entendu parler. Lady Anne lui cria que c'était une capacité qui ne pouvait pas être réelle. Lady Anne devint frustrée, sentant que son corps était complètement vidé d'énergie, et réalisa que l'histoire des 200 ans qui s'étaient écoulés n'était pas un mensonge. Eden lui demanda de vérifier sa taille, lui disant qu'elle atteignait environ sa poitrine. Elle le mordit de colère et lui cria de vérifier sa forme à nouveau maintenant.
Eden cria de panique, demandant ce qu'elle était en train de faire. Elle répondit calmement, surprise par son agitation pour rien, et lui dit qu'une fois qu'il serait devenu son serviteur de sang, il irait bien en un rien de temps. Eden exigea qu'elle fasse de lui son serviteur de sang immédiatement, mais elle refusa, disant qu'elle ne lui faisait pas confiance avec quelque chose comme ça. Eden cria, demandant pour son bras brisé. Elle répondit que c'était de sa faute d'être un faible humain, pas la sienne. Eden se moqua d'elle, soulignant qu'elle avait 200 ans et qu'elle utilisait cela comme excuse. Elle lui ordonna de se taire et de lui dire rapidement de combien elle avait grandi. Eden lui dit qu'il était évident qu'elle n'avait pas changé du tout, ce qu'elle ne crut pas. Soudain, un grand homme fort l'arrêta, pensant qu'Eden tenait les épaules d'une petite enfant avec la bouche tachée de sang. Eden pensa qu'il avait échoué cette fois. L'homme en colère cria à Eden, le traitant de scélérat. L'homme s'excusa immédiatement, expliquant qu'il pensait qu'Eden kidnappait un enfant et qu'il avait fait une grave erreur. Eden répondit que c'était bon et mit cela sur le compte de la malchance, affirmant que son cousin avait mangé des baies sauvages et avait commencé à jouer. Lady Anne dit à l'homme qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser et qu'Eden avait rendu cela suspect, mais qu'il aurait pu utiliser des mots plus gentils. Eden pensa qu'il pourrait devoir frapper la vampire. Eden pensa avec colère qu'il avait gaspillé la rare fleur de sang et qu'il ne devait plus y en avoir même sur le marché noir et qu'il mourrait sûrement quand Marie le découvrirait. Puis l'homme demanda à Eden s'il était l'alchimiste, et Eden se présenta. Sur ce, l'homme demanda une faveur à Eden. L'homme s'arrêta soudainement quand il entendit un cri. Quand l'homme demanda une faveur à Eden, il entendit soudain une voix familière appeler « Emily ». L'homme se précipita vers la source du son, une cabane voisine. En arrivant, il trouva la vieille femme, la grand-mère, mettant quelque chose d'étrange et de vert dans sa bouche tandis que sa petite fille, Emily, la grondait sévèrement. Emily demandait à sa grand-mère combien de fois elle l'avait averti de ne pas mettre n'importe quoi dans sa bouche de peur de se faire mordre. La grand-mère s'est mise à pleurer, accusant Emily de ne rien la laisser faire et d'être toujours dure avec elle, et a exigé qu'elle lui rende ce qu'elle lui avait pris. Quand la grand-mère a vu Lady Anne, elle s'est précipitée vers elle immédiatement. Quand elle l'a rejointe, elle l'a serrée dans ses bras immédiatement, exprimant combien elle lui avait manqué. Puis la grand-mère a fait remarquer qu'Emily était petite et mignonne, et que c'est pour ça qu'elle l'aimait plus. Lady Anne s'est sentie mal à l'aise face à cette scène et a essayé de repousser la grand-mère. Le grand-père a invité tout le monde à entrer pour parler pendant que Lady Anne criait en arrière-plan qu'elle allait tuer Eden. À l'intérieur, le grand-père a expliqué à Eden que la grand-mère s'était soudainement transformée en enfant. Il a ajouté qu'elle ne pouvait même plus se souvenir des visages de sa famille. Il a raconté comment la grand-mère était autrefois stricte, vive d'esprit et ne manquait jamais un détail. Puis un jour, elle a commencé à oublier des choses, et maintenant elle était comme une petite enfant qui ne comprend rien. Quand Eden a déduit que la faveur que demandait le grand-père était de soigner la grand-mère avec l'alchimie, Emily a été choquée et a réalisé qu'il était un alchimiste. Elle lui a immédiatement assuré qu'il n'avait rien à lui donner et l'a supplié de manger et de partir. Eden la rassura de ne pas s'inquiéter de ça et qu'il ne pouvait pas partir après avoir été invité à un repas, admettant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été accueilli aussi chaleureusement. Le grand-père lui a dit de ne pas penser comme ça, que le passé était révolu, et que le simple fait d'avoir des gens qui se présentent dans un endroit isolé comme le leur était une bénédiction. Eden a décidé qu'il devait gagner son repas. Il a demandé à Modini de lui apporter un livre, et un livre magique est apparu devant lui. Eden a expliqué que bien que l'alchimie qu'il maîtrisait n'aidait pas beaucoup à la guérison, il connaissait un bon remède. Il a ouvert le livre et a cherché jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il voulait, l'arbre d'épines argenté inversé. Il a mis sa main dans le livre et a sorti un fruit de cet arbre, expliquant qu'il éclaircit l'esprit et que si la grand-mère le mangeait après son repas, ce serait bénéfique. Mais la grand-mère a attrapé le fruit et l'a mangé immédiatement, incitant Emily à la gronder à nouveau. Ensuite, le grand-père a demandé à Eden quels étaient ses projets, et il a répondu qu'il pensait se rendre au village voisin de Robbins pour acheter des choses. Le grand-père a fait remarquer qu'Emily semblait plus joyeuse que d'habitude et a deviné que c'était parce qu'ils avaient un invité. Le grand-père a suggéré qu'Eden reste la nuit parce que le pont vers la ville était en réparation, et qu'il pourrait se déplacer facilement le lendemain. Après un moment de réflexion, Eden a accepté, notant que lui et Lady Anne auraient de toute façon besoin de nouveaux vêtements. Eden a remarqué qu'Anne était plus coopérative qu'il ne s'y attendait, bien qu'il ait pensé qu'elle serait plus ennuyée. Mais Anne l'a averti de ne pas penser qu'elle était gentille et qu'elle le mettrait dehors immédiatement s'il essayait quoi que ce soit. Elle a ajouté que son avertissement incluait tous les humains de l'endroit et qu'elle les surveillait tous. Ce commentaire a mis Eden en colère, qu'il a traité de stupide vampire dans sa tête. Après cela, Emily a demandé à Eden de l'aider à faire la lessive, et il a immédiatement accepté. Emily lui a demandé s'il avait déjà lavé des vêtements à la main auparavant, et il a répondu, bien sûr, expliquant que sans l'alchimie, il n'était qu'une personne ordinaire. Pendant qu'il lavait les vêtements, Eden a fait remarquer qu'il faisait beau et que la lessive sécherait bien. Soudain, Anne a été touchée au visage par une boule de boue. La grand-mère l'a soudainement invitée à jouer à la guerre de boue. Anne s'est sentie extrêmement dégoûtée et a crié de colère qu'elle allait tous les tuer pendant que la grand-mère s'enfuyait en riant. Ailleurs, deux personnes observaient Eden à distance,
l'ayant localisé ainsi que le vampire avec lui. L'un se demandait si l'autre allait vraiment le rencontrer même si leur chef Ivan ne l'avait pas ordonné. Et l'autre a confirmé qu'il voulait découvrir par lui-même pourquoi Ivan l'avait choisi et voir à quel point il était spécial. Le soir venu, Eden a donné à la grand-mère une couverture pour la garder au chaud. Eden a commenté qu'il était surprenant de la voir endormie car elle ne semblait pas différente des humains normaux. Plus tard, après qu'Emily ait profité d'un bain relaxant, elle a demandé à Medini si elle avait aussi aimé. Emily s'est excusée auprès d'Eden d'être en retard et a demandé si quelque chose s'était passé, et il l'a assuré que tout allait bien. Eden a demandé à Anne si quelque chose lui était arrivé, mais il a été surpris par sa réaction et a ressenti une intention meurtrière venant d'elle. Elle s'est souvenue quand elle profitait du bain, et Emily s'est excusée pour ce que la grand-mère lui avait fait, lui demandant de comprendre son état parce qu'elle était malade et lui disant que son grand-père l'aimait beaucoup. Alors qu'Emily serrait Anne fort dans ses bras, Anne a essayé de la repousser, ce qui a grandement irrité Anne. Emily s'est excusée auprès d'Anne, expliquant que c'était juste un geste d'affection excessif. Après le bain tumultueux, Lady Anne a décidé qu'elle ne se baignerait plus jamais avec personne. Emily lui a offert un verre de lait pour la calmer et lui a dit que le lait était la principale raison du bain, tandis qu'Anne était assise dans la confusion. Elle pensait que même s'il y avait des humains devant elle, elle ne se sentait pas du tout en colère et se demandait si c'était le sentiment d'amnésie, le décrivant comme très ennuyeux, mais elle ne savait pas quoi faire dans cette situation. Anne a été surprise quand elle a vu tout le monde la regarder bizarrement. Soudain, la grand-mère s'est réveillée et a vu le verre de lait dans la main d'Anne. La grand-mère a arraché le verre de lait à Anne et a affirmé qu'il était à elle, ce qui a incité Emily à la gronder à nouveau et à lui dire que cette tasse était pour Anne. Eden a essayé de calmer la situation en disant en plaisantant à Anne que le lait semblait lui plaire. À ce moment-là, ils ont entendu frapper à la porte. Emily leur a dit que c'était son grand-père et qu'elle lui avait demandé d'apporter des légumes du jardin. Puis elle est allée ouvrir la porte, mais Eden a demandé s'il pouvait l'ouvrir à la place. Il l'a accueilli en ouvrant la porte, mais Eden a soudainement ressenti une sensation dangereuse. Une personne étrange est apparue derrière la porte et a libéré de mystérieuses bulles de savon. Il a entendu l'avertissement du grand-père de l'extérieur de ne pas entrer dans la bulle, mais Eden l'a touché. La fille à l'extérieur a ordonné à la bulle d'éclater, ce qui a entraîné une explosion massive qui a détruit une partie de la maison. Au milieu du chaos, Anne et Emily se demandaient ce qui s'était passé. Le grand-père est apparu allongé sur le sol à l'extérieur, couvert de sang, tandis que l'étrange fille se tenait à l'extérieur se demandant où était Eden Isaac. Eden planait dans le ciel où il a confronté la fille aux cheveux blancs et aux yeux violets. Cette personne a attaqué Eden avec des tirs d'énergie. Les tirs ont touché le dos de l'ennemi. Eden a lâché Modini, qui était la raison pour laquelle il volait, puis est tombé au sol. Il a utilisé le tir à triple point, mettant fin à la confrontation en pointant son pistolet sur son adversaire. Eden a demandé à son agresseur son identité et la raison de ses actions. L'attaquant a réalisé que le pistolet d'Eden était l'arme du sage légendaire, Gress, le décrivant comme extrêmement dangereux. Eden a réalisé que l'ennemi ne répondrait pas à ses questions, alors il lui a tiré une balle dans la tête. Après s'être assuré que l'ennemi était mort, Eden s'est déplacé pour vérifier l'état du grand-père. Près de la maison détruite, Eden a crié d'horreur en voyant le grand-père blessé. Il s'est excusé d'être en retard et a commencé à soigner le grand-père immédiatement. Le grand-père l'a remercié d'avoir protégé leur famille. Mais dans l'autre espace, l'attaquant a poignardé Eden à la poitrine. Eden a crié après Medini en tombant. Ses yeux se sont remplis d'un regard furieux. L'attaquant a averti qu'elle déteste absolument les gens qui gâchent les choses. Eden est tombé au sol, saignant, se demandant comment il était encore en vie malgré la perte de tant de sang. Eden se demandait quel genre de monstre était apparu de nulle part. Sa seule préoccupation était de sauver le grand-père rapidement. Alors qu'il perdait conscience, il a vu un papillon bleu et a réalisé que le maître de ce papillon était celui qui l'avait aidé à trouver le vampire. Le grand-père a crié qu'il ne laisserait pas l'attaquant s'approcher de sa famille. L'attaquante à bulles est apparue, marchant vers eux, piégeant le grand-père dans l'une de ses bulles. La mystérieuse jeune fille s'est approchée d'eux et a annoncé la libération du rêve. Ces mots ont conduit à une explosion massive de la bulle qui retenait le grand-père, et la jeune fille est apparue calmement au milieu de celle-ci. Emily hurlait de terreur en voyant son grand-père mourir. Emily est alors tombée au sol. Anne a remarqué qu'Emily agissait étrangement et l'a giflé pour la ramener à la raison. À ce moment, la jeune fille aux cheveux blancs est apparue derrière Anne et a commenté qu'Eden était encore faible et rien de spécial et qu'elle avait gaspillé son temps. La jeune fille a commenté qu'Eden Isaac était complètement inutile. Anne s'est mise en colère et a demandé qui elle pensait être pour lui faire ça. La jeune fille a utilisé la compétence de libération des rêves, formant une bulle autour de la tête d'Anne. À ce moment, la grand-mère est intervenue et a crié à la jeune fille, lui demandant comment elle pouvait blesser un enfant. Anne a été libérée de l'emprise de l'agresseur. La grand-mère s'est courageusement tenue devant Anne, croyant qu'elle était sa petite fille, jurant de chasser l'attaquante jusqu'aux enfers si elle touchait un seul cheveu de sa tête. Cette situation a surpris Anne, qui se demandait ce qui était arrivé à la grand-mère et comment elle avait soudainement repris ses esprits. L'attaquante a calmement retiré le pot de sa tête. Eden a profité de l'occasion et a infligé des blessures mortelles à I.
Eden a confirmé qu'il avait enfin trouvé le propriétaire du papillon bleu et qu'il avait beaucoup de questions à lui poser. L'attaquante s'est moquée d'Eden, considérant ce qu'il avait fait comme inutile. Mais Eden lui a calmement dit que cela deviendrait bientôt clair, expliquant que la balle était recouverte de venin de serpent de sang et qu'une douleur terrible qui lui ferait souhaiter la mort allait bientôt commencer. La jeune fille a admis que le venin était péniblement douloureux. Eden a été choqué quand il a vu que le venin ne l'avait pas affaibli comme il le pensait. La jeune fille a exprimé son intense colère contre Eden pour l'avoir interrompu une deuxième fois. Pendant ce temps, elle avait placé toute la maison dans une immense bulle, puis elle a effectué la libération du rêve, provoquant une explosion violette massive. Il ne restait rien à l'endroit où se trouvait la maison, sauf Eden. La mystérieuse jeune fille est apparue et a demandé à son compagnon de se montrer maintenant que c'était fini. Elle a demandé à son compagnon pourquoi il ne sortait pas et n'affrontait pas la situation, et il a répondu qu'il préférait regarder depuis l'arrière. À côté de la jeune fille, une ombre s'est levée du sol. Un homme est apparu devant eux et a commenté que le plan avait échoué comme prévu et que ceux qui se disent super alchimistes ne sont pas différents des alchimistes ordinaires. Eden s'est réveillé gravement blessé pour trouver les attaquants debout devant lui. Il leur a désespérément demandé leur identité et pourquoi ils avaient fait tout ça. Quand Eden a vu ses attaquants, il s'est demandé s'ils étaient le repère rouge dont il n'avait entendu que des rumeurs. Les attaquants se sont présentés comme étant de la famille de l'Orivant. Le premier s'est présenté comme étant le 7e, Blad, surnommé le chien noir, et a présenté la jeune fille comme la seconde, Claire, surnommée le rêve inversé. Blad a froidement souhaité la bienvenue à Eden Isaac. Quand Eden a réalisé qu'ils étaient de la famille d'Ivan, il s'est précipité vers eux en demandant désespérément où étaient Erlan et Ivan. Blad a répondu qu'il savait qu'Eden était pressé, mais qu'ils étaient pressés aussi. Il lui a dit qu'ils avaient eu recours à ces méthodes à cause de sa lente croissance et lui a ordonné de reprendre conscience. Ensuite, ils ont décidé de partir, considérant Eden comme inutile, et qu'ils trouveraient un autre moyen, le laissant derrière eux car ils n'avaient pas besoin d'échecs. Eden a refusé de les laisser partir, mais il était en état de choc. Anne l'a giflé durement pour le réveiller et lui a demandé avec colère ce qui n'allait pas quand il a regardé autour de lui et a demandé où était la famille d'Ivan. Anne lui a dit qu'ils avaient disparu il y a longtemps. Medini l'a étreint, et Eden s'est excusé de l'avoir inquiété et l'a remercié, disant qu'il se sentait mieux maintenant. Eden a demandé à Anne comment elle avait survécu, et elle a répondu que c'était grâce à Medini, qui était 100 fois plus utile que lui, et que Medini les avait mis dans sa bouche et était sorti de la bulle avant qu'elle n'explose. Anne a expliqué que le problème maintenant était le grand-père qui s'était sacrifié pour les sauver. Il avait l'intention de mourir avec eux à l'intérieur de la bulle, mais son sacrifice est finalement devenu dénué de sens. À ce moment, Eden a sorti un appareil et a envoyé un signal de détresse à Acta. Eden a dit à Emily qu'un alchimiste viendrait bientôt les aider. Emily s'est demandé à quoi ça servait, tandis qu'Eden s'en voulait parce qu'il aurait dû les protéger mais a échoué. Eden s'est assis à côté d'Emily en pleurs, s'excusant et se blâmant pour la mort de son grand-père parce que sa faiblesse l'avait empêché de le protéger. Emily pleurait de chagrin pour son grand-père, et Eden se sentait profondément honteux de sa faiblesse. 3 jours plus tard, dans le village de Robbins, alors qu'Eden se rétablissait au lit, Anne l'a confronté avec colère. Elle a exigé de connaître la vérité sur ce qui s'était passé. Eden se demandait ce que cela était censé signifier. Anne lui a demandé comment l'alchimiste le plus fort du monde pouvait être si facilement vaincu par ces gens. Eden a été surpris par cette question et a essayé de rester calme, mais il a réalisé que c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas gaspiller. Eden a répondu à sa question par une autre, demandant pourquoi elle, qui prétend être la plus forte de son espèce, n'avait rien pu faire pendant l'attaque. Considérant que c'était une occasion parfaite pour elle de montrer le prestige des vampires, Anne a été déconcertée par cette réponse, et elle a commencé à frapper Eden en criant avec colère. Comment ose-t-il lui adresser des paroles aussi grossières? Eden a décidé de lui dire ce qu'il savait puisqu'ils étaient dans la même situation. Il a expliqué que ceux qu'ils avaient rencontrés étaient les disciples d'Ivan, et qu'ils se présentaient comme sa famille. Il a ajouté que bien qu'il y ait eu des rumeurs sur le fait qu'ils rassemblaient des forces, c'était la première fois qu'ils apparaissaient réellement, ce qui signifiait que quelque chose était définitivement sur le point de commencer. Anne se demandait quel genre de personne était Ivan pour avoir de tels individus à ses côtés. Eden a répondu qu'Ivan est un alchimiste exceptionnel, l'un des 4 sages appelés les plus grands alchimistes d'Acta. Et comme lui, il est aussi un alchimiste primitif. Eden a expliqué que les alchimistes primitifs sont des personnes qui possèdent les capacités originales de l'alchimie, qui sont 5 bénédictions, la mémoire, la création, le temps, la destruction, l'espace, accordés aux humains par le dieu primitif, Sisu. Il a ajouté que les alchimistes primitifs sont ceux qui préservent ces bénédictions de la disparition. Il a révélé que l'alchimie qu'Ivan possède est la création, qui est connue comme le type d'alchimie le plus dangereux car elle accorde la capacité de créer la vie et pas seulement des objets inanimés, et qu'Ivan essaie de briser ce tabou. Eden a affirmé que l'arrogance de défier l'autorité divine doit être stoppée avant qu'elle ne soit complète, et que c'était une autre raison de sa poursuite d'Ivan. Anne a résumé la situation avec sarcasme, soulignant qu'il était un alchimiste primitif tout comme lui,
mais tellement faible que même les disciples d'Ivan ne savaient pas quoi faire de lui. Eden a explosé de colère, se demandant pourquoi ces mots finissaient toujours par avoir ce sens. Anne l'a ignoré et a fermement déclaré que son serviteur de sang ne perd jamais et qu'elle ne tolérerait pas qu'il baisse à nouveau la tête. Eden a acquiescé avec un sourire forcé, pensant en lui-même que sa vraie nature se révèle quand elle se met en colère. Anne a suggéré à Eden de changer de sujet. Eden a suggéré de sortir acheter de nouveaux vêtements pour Anne. Elle a été surprise par la suggestion soudaine d'Eden de sortir lui acheter des vêtements. Anne s'est montrée très excitée et l'a pressé en demandant avec agacement « Qu'est-ce que tu fais ?» Après avoir fait du shopping, elle est sortie en portant une nouvelle robe noire et avait l'air heureuse, remerciant le commerçant pour son service. Eden a commenté que de beaux vêtements sont comme des ailes et que son apparence n'était pas mauvaise du tout. Alors qu'il marchait, Eden a ressenti un certain chaos, mais elle l'a ignoré et a suggéré qu'il se dépêche de manger quelque chose de délicieux. Soudain, ils ont remarqué une grande foule de personnes courant dans la rue. Quelqu'un a crié que le cirque de la pleine lune était arrivé. Eden était très excité et a supplié Anne d'aller le regarder une fois. Eden a dit à Anne, en la tirant par la main, qu'il venait de mentionner le cirque de la pleine lune, le spectacle qu'il voulait vraiment voir. Eden lui a promis qu'elle apprécierait son temps là-bas. Malgré sa réticence, Eden a accepté d'y aller rapidement. Au milieu de la grande foule, Anne s'interrogeait sur tout ce remue-ménage autour du cirque. Eden a expliqué que le cirque propose des spectacles avec beaucoup de tours incroyables, et le cirque de la pleine lune en particulier est dit être si spectaculaire qu'il rivalise avec l'alchimie. Les spectacles ont commencé, mais Anne ne semblait pas impressionnée au début. Pour l'aider à mieux voir, Eden l'a soulevée et l'a placée sur ses épaules. Le maître de cérémonie a accueilli le public. Il était déguisé en clown et planait dans le ciel. Le public se demandait comment il volait, excluant la possibilité qu'il soit un alchimiste. Le clown a annoncé son premier numéro, des vagues de papier, et a commencé à agiter sa baguette. Le clown a jeté des confettis colorés en l'air en annonçant l'ours en papier, puis a révélé son prochain spectacle où le cirque de la pleine lune se produirait sur la place d'Orly à 20h. Il a agité sa cape pour révéler soudainement les mascottes du cirque, Joabi et Goma, et a invité avec enthousiasme le public à venir en grand nombre pour regarder un spectacle exceptionnel dans la soirée. Une fois le spectacle promotionnel terminé, Eden a demandé à Anne son opinion, lui rappelant qu'elle avait dit qu'elle ne le trouverait pas agréable. Anne a montré un certain intérêt, mais l'a rapidement caché et a affirmé que ces choses étaient seulement pour les enfants. Eden a été surpris par son refus de regarder le spectacle nocturne. Anne lui a rappelé que leur objectif n'était pas de regarder le cirque, mais de restaurer sa mémoire le plus rapidement possible. Eden a semblé surpris par sa mention de la mémoire, mais Anne a rapidement changé de sujet, raisonnant que la conversation était terminée, et lui a posé des questions sur la nourriture délicieuse qu'il avait mentionnée plus tôt. Pendant ce temps, le clown a remarqué Anne au fond de la foule. Le clown l'a appelée de loin, mais elle n'a pas entendu sa voix. Eden a dit à Anne que le clown l'appelait, et en effet, le clown a crié fort, l'appelant petite. Anne était agacée par ce nom, et soudain, le clown s'est déplacé avec une vitesse incroyable, sautant haut dans les airs avec une agilité non naturelle. Il a atterri derrière elle en un clin d'œil, choquant à la fois Anne et Eden avec sa vitesse incroyable. Anne lui a demandé sèchement ce qu'il voulait, en s'adressant à lui en tant qu'humain. Le clown a ignoré sa question et s'est approché d'elle, commentant la beauté de ses yeux rouges vus de près. Le clown n'arrêtait pas de regarder Anne, ce qui la mettait en colère. Il l'a ensuite formellement invitée à assister au spectacle à 20h. Anne a froidement décliné son invitation, disant qu'elle n'était pas intéressée et qu'elle préférait manger quelque chose de délicieux à la place. Le clown a réfléchi un instant, puis lui a fait une autre offre. Il a sorti un tas de billets et lui a dit qu'il inviterait toute sa famille, ajoutant que grâce à elle, tout le monde apprécierait un spectacle merveilleux. Anne a été surprise par son comportement et lui a demandé quel genre de tour il essayait de jouer, et il a répondu qu'elle ne pouvait pas tromper ses yeux. Anne a exprimé son agacement face aux propos du clown sur sa famille et a exigé qu'il disparaisse de sa vue, lui disant sèchement qu'elle n'avait pas de famille. Soudain, une vision mystérieuse et troublante l'a envahie. Elle s'est retrouvée dans un espace sombre où ses souvenirs étaient accrochés comme des tableaux sur un mur, ce qui l'a choquée tandis qu'une petite entité maléfique effaçait ces tableaux avec son pinceau. Au milieu de ce chaos, un souvenir spécifique a brillé, une image d'une femme lui ressemblant serrant dans ses bras une poupée d'ours en peluche lumineuse. Soudain, la poupée est sortie de l'image, se matérialisant devant Anne dans la vision, et la poupée s'est précipitée vers Anne jusqu'à ce qu'elle la serre dans ses bras, son image se reflétant dans ses yeux. Anne a murmuré un nom, Isabelle. Eden a remarqué son changement soudain et s'est demandé avec confusion ce qui lui arrivait. Bien qu'il n'ait rien vu d'étrange de ses propres yeux, son comportement était devenu inquiétant. Soudain, Anne a saisi la main d'Eden et lui a dit d'urgence qu'il devait aller quelque part immédiatement. Alors qu'elle le tirait derrière elle, Eden a demandé où ils allaient, et elle a répondu qu'il rentrait à la maison. Anne a expliqué à Eden qu'un souvenir lui était soudainement revenu, mais elle s'est rendue compte en même temps que quelque chose effaçait délibérément ses souvenirs. Elle s'est demandé avec inquiétude pourquoi cela se produisait et ce qui lui était caché. Pendant ce temps, le clown, dont le nom était Lloyd, était triste de ne pas avoir pu convaincre Anne.
Il parlait avec son collègue du cirque, exprimant son regret d'avoir manqué l'occasion de rencontrer un membre du public spécial. Lorsque son collègue a demandé s'il voulait dire l'alchimiste, Lloyd l'a nié et a indiqué qu'il voulait dire cette fille qui leur semblait familière, plus tard dans une gare. Eden pensa que c'était peut-être la première fois qu'il prenait un train de surface depuis qu'il s'était séparé d'un personnage nommé Marie. Il a expliqué à Anne qu'il prenait le train parce que l'endroit qu'elle décrivait comme sa maison était situé à la périphérie du royaume. Eden a remarqué qu'Anne regardait autour d'elle avec une expression étrange, et il a supposé en plaisantant que les trains n'existaient pas il y a 200 ans et que cette expérience devait être nouvelle pour elle. Mais Anne l'a nié avec colère, insistant sur le fait qu'à son époque, il existait des moyens de transport meilleurs et plus merveilleux, comme le porte-bagages et la noix de feu qui pouvaient déplacer 2 montagnes et la calèche de citrouille de Saint-Déria. Eaton a continué à taquiner Anne au sujet des anciens modes de transport, se demandant tranquillement s'ils étaient vraiment meilleurs que les trains modernes, mais Anne a rétorqué qu'il avait encore besoin de plus d'éducation sur le sujet. Elle lui a donné un coup de poing au visage. Leur conversation a été interrompue par l'arrivée du contrôleur des billets qui a demandé à voir leurs billets. Eden a présenté les billets tout en essayant de retenir ses larmes, mais le contrôleur a annoncé à haute voix que les billets étaient pour un adulte et un enfant, ce qui a clairement mis Anne en colère. Après s'être assis, Eden a sérieusement demandé à Anne s'ils allaient vraiment dans son ancien palais juste pour son serviteur de sang. Anne l'a confirmé, ce qui a surpris Eden qui pensait qu'il était son seul serviteur de sang. Anne a expliqué qu'un serviteur de sang est un élément essentiel pour tout noble vampire. Elle a révélé qu'elle avait un autre serviteur de sang, une guerrière exceptionnelle nommée Isabelle, et l'a décrite comme la plus forte de tous. Anne a averti Eden qu'il devrait être nerveux à l'idée de la rencontrer car elle était d'un rang supérieur à lui, et il pourrait même ne pas être capable de la regarder en face. Eden l'a interrompu, soulignant que le palais de Willenbourg vers lequel il se dirigeait avait brûlé il y a 200 ans, et que le site était maintenant sous la gestion des chevaliers du royaume, ce qui rendait impossible qu'Isabelle soit encore en vie. Anne a rejeté avec véhémence ces paroles, insistant avec une ferme conviction sur le fait qu'Isabelle était en vie. Elle a placé sa main sur sa poitrine, expliquant qu'en tant que maîtresse, elle pouvait sentir qu'Isabelle l'attendait toujours et l'a averti d'arrêter ses bêtises. À ce moment-là, la lumière du soleil est entrée dans le train, et la lumière du soleil a dérangé Anne. Eden l'a remarqué et lui a demandé comment elle n'était pas affectée par la lumière du soleil car il savait que les vampires y étaient faibles. Anne a répondu avec un sourire sarcastique, expliquant que cette affaire triviale ne s'applique qu'aux pitoyables vampires de sang pur. Quant à elle, étant une noble demi-sang, la lumière du soleil ne posait aucun problème. Eden a été choqué par cette révélation, se demandant l'existence de vampires hybrides car il pensait qu'ils ne maintenaient que la pureté de leur lignée, mais Anne a ignoré sa question et a annoncé qu'elle avait faim et qu'il devrait aller manger. Eden a essayé de l'arrêter, déterminé à obtenir une réponse, mais elle est partie et l'a laissé seule. Eden a soupiré, grommelant sur sa personnalité grossière et a commencé à se demander si son statut de demi-sang était la raison de sa petite taille, et il a ressenti un mal de tête à cause des nombreux secrets entourant le monde des vampires. À un autre moment, Anne pensait, se demandant si elle avait choisi la mauvaise personne. Anne a demandé à Eden si cela lui convenait, mais Eden lui a rapidement assuré que c'était la deuxième raison. Cela le pousse à persévérer quelles que soient les difficultés, déclarant volontiers que le moment de commencer est venu. De retour dans le train, Anne était assise devant une énorme quantité de bonbons, mangeant avec sérieux. Eden lui a demandé avec étonnement si elle pouvait manger tout cela, et elle l'a confirmé, ajoutant qu'elle avait en fait apporté moins que d'habitude, et que si elle le voulait, elle pouvait remplir tout le wagon de bonbons car son appétit n'avait pas de limite. Eden a remarqué un regard fou dans ses yeux alors qu'il pensait à son obsession pour les bonbons tandis que Medini se reposait dans un bol voisin, l'air rassasié. Eden a fait remarquer que s'il avait eu plus de temps, il en aurait acheté davantage. Puis il lui a demandé en plaisantant si elle n'allait pas manger et a proposé de manger ça par lui-même, mais elle a explosé de colère et lui a crié de ne pas oser toucher à sa nourriture. Anne a attrapé violemment le col d'Eden, ce qui a surpris les autres passagers. Eden, qui tremblait, a tenté de rassurer Medini, inquiet, en lui disant qu'il allait toujours bien et qu'il pouvait gérer la situation, mais il s'est vite effondré de manière comique, déclarant qu'il ne regrettait rien et qu'un simple mal de ventre ne valait rien pour l'amour des sucreries. Anne le regarda avec dédain et demanda à Medini si cet idiot agissait toujours ainsi. Plus tard, après leur arrivée, ils se promenaient dans une forêt. Eden se plaignit qu'il marchait depuis 2 heures sans rien voir et demanda combien de temps il leur restait à marcher. Anne répondit simplement qu'elle ne connaissait pas non plus le chemin. Cela le mit très en colère et il se demanda comment elle ne connaissait pas le chemin de sa propre maison. Eden continua à grommeler qu'ils étaient venus jusqu'ici pour elle, et Eden marmonna qu'elle aurait dû le lui dire avant. Soudain, Anne le frappa violemment et lui cria dessus, l'accusant de défier sa maîtresse. Eden cria de douleur, mais Anne s'arrêta soudainement, réalisant son état physique fragile, et Eden cria à Medini pour qu'il l'aide. En un instant, ils sont arrivés à destination avec Anne et Medini qui avaient l'air complètement épuisés. Il semblait que Medini l'avait porté à grande vitesse. Anne se retrouva devant les ruines d'un bâtiment incendié. Soudain, 2 chevaliers apparurent et demandèrent leurs identités.
Les chevaliers les avertirent qu'il s'agissait d'une terre appartenant au royaume de Cradio et qu'ils devaient faire demi-tour à moins d'avoir une autorisation. Anne indiqua que le traînard arriverait bientôt. À ce moment-là, Eden apparut, expliquant qu'il s'était occupé de quelque chose dans la forêt voisine avec l'aide de Médini. Anne était en colère contre son apparition et lui cria de s'éloigner d'elle et qu'elle lui avait ordonné de rester à 50 pas derrière elle. Eden avança vers les chevaliers qui dégainèrent leurs épées et déclarèrent qu'ils étaient là sous l'autorité de l'équipe spéciale d'enquête. Eden dit calmement aux chevaliers de baisser leurs épées, expliquant qu'il avait quelque chose à vérifier en tant que membre de l'équipe spéciale d'enquête. Il expliqua qu'après la guerre des races, leur équipe avait été formée et avait reçu le pouvoir d'enquêter partout pour surveiller tout être inconnu, et que le royaume de Cridio était un excellent exemple de cet accord. Il présenta ensuite une carte portant l'insigne de son bureau. Le capitaine des chevaliers examina l'insigne et confirma qu'il était authentique, mais il se demanda pourquoi ils étaient venus dans ces ruines isolées. Soudain, il reconnut le nom d'Eden Isaac sur la carte et fut choqué, réalisant qu'il était en présence du célèbre super-alchimiste. À ce moment-là, d'autres chevaliers arrivèrent, et leur chef reconnut immédiatement Eden, lui demandant avec enthousiasme s'il était l'alchimiste du temps, Eden Isaac. Eden confirma son identité, et le chevalier exprima sa profonde admiration, expliquant à Anne, étonné, qu'Eden était très apprécié parmi les chevaliers archers. Il ajouta qu'il avait rêvé de devenir alchimiste et qu'il admirait les capacités uniques d'Eden, d'autant plus qu'ils avaient à peu près le même âge. Eden se sentit satisfait de ces éloges, au grand déplaisir d'Anne. L'attention du chevalier se tourna alors vers Anne, se demandant quelle était l'identité de la petite fille à côté de lui et la nécessité de la vérifier. Eden dit au chevalier qu'Anne était sa cousine. Dans un éclair de mémoire, Anne se souvint qu'Eden l'avait déjà averti de faire semblant d'être sa cousine et d'éviter tout comportement suspect. Parce que si son identité de vampire était découverte devant les chevaliers, cela signifierait la fin pour tous les deux. Mais Anne avait obstinément refusé sa demande, déclarant qu'elle ferait ce qu'elle voulait. De retour dans le présent, Eden dit timidement au chevalier que son histoire était compliquée, mais qu'elle était sous sa protection. Le chevalier accepta sa réponse et leur donna la permission d'inspecter les ruines. Soudain, Anne courut vers les ruines en criant « Par ici ». Eden s'excusa auprès des chevaliers avec un rire nerveux, affirmant que sa cousine était un peu énergique, puis se précipita après elle, murmurant qu'il l'avait prévenue de ne pas bouger seule. Eden la trouva debout, déconcertée, devant un solide mur de pierre. Eden fit remarquer qu'il n'y avait pas d'entrée évidente, mais Anne insista avec colère sur le fait qu'elle était sûre qu'il y avait une entrée secrète menant sous terre juste à cet endroit, et elle se demanda qui l'avait scellée. Eden déduisit de sa confiance que l'entrée pourrait être cachée et décida d'utiliser un cadeau qu'il avait reçu de quelqu'un nommé Charlotte. Il sortit une fiole et en versa un liquide qui se transforma en une créature bleue et gluante. Eden s'adressa à la créature en l'appelant bébé collant et lui demanda d'enlever tout ce qui était caché sur le mur. La créature étendit ses bras et révéla un sceau magique cachant l'entrée. Eden réalisa que quelqu'un avait délibérément caché l'entrée en utilisant une magie cachée. Dès que la créature gluante révéla l'entrée secrète, un passage sombre s'ouvrit. Anne se précipita immédiatement à l'intérieur avec empressement. Eden essaya de l'arrêter, criant qu'ils devraient entrer ensemble. Alors qu'Anne annonçait qu'elle était sur le point d'arriver, mais qu'elle avait déjà disparu dans l'obscurité, Eden ordonna à Médini d'avancer et de la suivre. En bas, Médini conduisit Anne à travers le couloir sombre jusqu'à ce qu'elle atteigne une pièce glacée. Au milieu de la pièce, sur un lit, était assis une poupée ours en peluche portant un capuchon rose. Anne s'approcha de la poupée et s'excusa d'être en retard, lui demandant si elle l'avait fait attendre longtemps, puis l'appela par le nom d'Isabelle. Eden arriva à ce moment-là et fut complètement choqué. Se demandant avec incrédulité si cet ours en peluche était vraiment le serviteur de sang dont Anne avait parlé, Anne l'ignora et courut embrasser la poupée avec une immense joie. Ensuite, Anne se piqua le doigt et laissa tomber son sang sur la poupée, demandant sarcastiquement quel était le problème alors qu'Eden était sur le point d'exprimer l'absurdité d'un ours en peluche étant un serviteur de sang. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, une puissante explosion d'énergie le projeta en arrière. La poupée commença à se transformer et à grandir, prenant la forme d'une jeune fille aux cheveux blancs et aux oreilles nues. La jeune fille pleurait, se demandant si ce qu'elle voyait était un rêve. Anne la rassura avec un sourire, confirmant que c'était réel et qu'elle avait tenu sa promesse de revenir la chercher. S'excusant à nouveau d'être en retard, Isabelle cria de joie, Dame Anne, et la serra fort dans ses bras, exprimant combien elle lui avait manqué et qu'elle avait attendu ce jour avec impatience. Elle décrivit à quel point l'endroit où elle avait dormi était sombre et effrayant et qu'elle avait été seule toutes ces longues années dans cette obscurité noire. Anne lui tapota la tête et la rassura en lui disant qu'elle n'aurait plus à s'inquiéter et qu'elle ne serait plus jamais séparée. Eden regarda la scène en silence, choqué par la transformation de la poupée en personne. Il commença à analyser la situation, concluant qu'un contrat de sang pouvait même affecter des objets inanimés et que ceci, en plus du fait qu'Anne était une demi-sang, était une énorme quantité de nouvelles informations pour lui. Soudain, Isabelle remarqua sa présence, et son expression changea instantanément. Son bras se transforma en une lame acérée,
et elle se plaça entre Anne et Eden en pointant la lame sur son cou et en lui demandant qui il était. Elle l'avertit qu'il ne toucherait pas à sa dame Anne et qu'il devrait partir immédiatement s'il voulait vivre. Anne intervint aussitôt, ordonnant à Isabelle de s'arrêter. Elle expliqua qu'Eden était un serviteur de sang potentiel qu'elle avait amené avec elle, et que c'était une personne compétente qui était venue volontairement pour la servir. Isabelle fut surprise par cela, réalisant que ce singe jaune, comme elle l'appelait, était son premier subordonné. Elle se présenta ensuite à Eden d'un ton condescendant, déclarant qu'elle était sa supérieure de plusieurs rangs et qu'elle avait beaucoup à lui apprendre. Alors qu'Eden se présentait timidement à Isabelle, elle commença immédiatement son entraînement, déclarant que la première règle est de toujours répondre avec le mot « Groire ». Eden pensa que cette situation semblait extrêmement épuisante. Isabelle s'assit à côté d'Anne, exprimant son choc et sa tristesse face à ce qui s'était passé pendant son sommeil. 200 ans s'étaient écoulés. Ils avaient perdu la guerre, et sa maîtresse était revenue à la forme d'un enfant. Malgré tout, elle était heureuse de voir Anne vivante et la serra affectueusement dans ses bras, disant qu'elle n'avait jamais vu sa forme d'enfance auparavant et qu'elle la trouvait mignonne. Anne en profita pour demander à Isabelle si elle se souvenait de quelque chose de son passé, comme des personnes qu'elle connaissait ou des choses qu'elle faisait. Isabelle a répondu qu'elle ne savait pas grand-chose car elle dormait la plupart du temps, mais elle se souvenait qu'Anne avait toujours l'air épuisée autrefois. Elle a ajouté qu'elle se souvenait absolument de Molly. Anne a été surprise par ce nom et a demandé de qui il s'agissait. Isabelle était profondément choquée et se demandait comment elle pouvait ne pas s'en souvenir, expliquant que Molly était la seule servante humaine sur laquelle Anne n'ait jamais compté. Anne était stupéfaite à l'idée qu'elle ait compté sur un humain. Pendant ce temps, Eden se demandait si cette servante était la même servante sans tête qui avait protégé la forêt. Anne a décidé de dire la vérité à Isabelle et a avoué qu'elle avait perdu la mémoire et qu'elle avait l'impression que quelqu'un y avait touché, car la plupart de ses souvenirs étaient flous ou complètement manquants. Elle a expliqué que c'était la raison de son retard à la retrouver. Eden a interrompu leur conversation avec colère, demandant pourquoi elle ne lui avait pas dit une chose aussi importante plus tôt. Comme leur relation de coopération exigeait la confiance et le partage d'informations, il a ajouté que la confiance est la chose la plus importante dans une relation entre deux personnes. Anne a rétorqué vivement, demandant pourquoi elle dirait une telle chose à quelqu'un comme lui. Il a répondu que s'il n'était pas digne de confiance, alors à qui ferait-elle confiance? Elle lui a ordonné d'être reconnaissant qu'il le sache au moins maintenant. Isabelle est intervenue dans la dispute, grondant Eden, qu'elle appelait le singe jaune, pour ne pas avoir fait preuve d'une étiquette appropriée et pour avoir osé répondre à sa maîtresse avec une telle insolence. Puis, sans avertissement, elle lui a asséné un puissant coup de poing. Les chevaliers à l'extérieur ont ressenti une violente secousse et se sont demandé s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Eden, qui avait survécu de justesse, pensait que s'il n'avait pas esquivé le coup, il serait mort sur le coup. Isabelle s'est excusée en riant, disant qu'elle ne pouvait pas contrôler sa force car tellement de temps s'était écoulé. Anne sourit sinistrement en appréciant la scène et ordonna à Eden de s'agenouiller, disant que c'était sa place naturelle. Eden se sentait vaincu, réalisant qu'il avait oublié que personne n'était de son côté ici et qu'il aurait dû réfléchir attentivement avant de venir. Soudain, deux chevaliers qui étaient à l'extérieur sont entrés et ont crié fort à Isabelle qui a répondu par un et a disparu. Les chevaliers ont demandé à Eden avec inquiétude s'il allait bien après avoir ressenti l'énorme tremblement de terre. Eden a rassuré les chevaliers en leur disant qu'ils allaient bien, affirmant que ce qui s'était passé n'était qu'une petite erreur au cours de l'enquête. Le capitaine des chevaliers a été impressionné par le pouvoir d'Eden, considérant qu'il était étonnant qu'une erreur puisse avoir une telle force. Eden a demandé à Anne de partir maintenant, soulignant que l'endroit était rempli d'énergie inquiétante. Anne a immédiatement accepté. Les chevaliers ont remercié Eden pour ses efforts avant qu'il ne parte. Dehors, Eden s'interrogeait sur la nature de cette cave, et Anne répondit qu'elle ne savait pas. Peut-être que c'était la demeure de quelqu'un dans le passé, mais maintenant ce ne sont plus que des restes inutiles. Anne a dit à Eden qu'elle avait un nouvel objectif qu'elle voulait atteindre. Elle a annoncé avec enthousiasme qu'elle allait créer sa propre famille, une famille grande et puissante qui ne pourrait pas être détruite. Eden a exprimé son admiration pour son plan ambitieux, mais il s'est soudain rendu compte de quelque chose. Anne a mentionné que depuis qu'Isabelle était de retour, rien n'était impossible, ce qui a amené Eden à se demander où était Isabelle, qui avait soudainement disparu. Eden se sentait inquiet car Anne avait disparu sans raison. À l'extérieur de la cave, un chevalier est apparu, empalé par une épée. Isabelle est apparue, confrontant un groupe de chevaliers. Elle leur a dit que ce qu'elle faisait n'était que l'exécution des ordres de sa maîtresse et que c'était leur malchance de garder cet endroit. Elle a ensuite achevé le dernier chevalier et les avait tous éliminés en un clin d'œil. Après la bataille, Isabelle a pensé avec joie qu'elle avait terminé sa mission et qu'elle devait se dépêcher de retourner auprès de sa maîtresse Anne, espérant recevoir ses éloges. De retour avec Eden et Anne, Anne a calmement dit à Eden qu'Isabelle serait bientôt de retour et qu'elle l'avait envoyé en mission simple. Eden pensa qu'il avait tendance à trop s'inquiéter et se demanda ce qui se passerait si Isabelle se perdait. Mais Anne l'a rassuré en lui disant que c'était impossible. Ils étaient liés par le sang, et même si elle tombait en enfer, Isabelle serait capable de la retrouver.
Elle a ensuite ajouté que le vrai problème maintenant était de savoir quand ils pourraient revenir dans cette cave. Après un long voyage, Anne et Eden ont finalement atteint leur destination, et Anne a soupiré d'agacement. Eden lui a demandé de regarder dehors. Il se tenait devant un mur immense et majestueux. Eden a expliqué qu'il s'agissait du mur des Lamentations, la plus grande forteresse de l'histoire de l'humanité, qui représente la porte occidentale du royaume de Cridio. Il a ajouté que c'était le seul mur qui avait résisté à la guerre des races. Anne regarda la forteresse qu'il ne pouvait pas franchir, grommelant contre la capacité de l'humanité à construire une telle chose. Eden la dépêcha après qu'elle ait suffisamment vu le mur. Quand ils sont entrés, les gardes ont salué Eden avec respect, ce qui lui a donné un sentiment de fierté. Il a donc mis son bras autour d'Anne, qui portait Isabelle sous la forme d'une poupée et avait l'air très agacé. Ils ont pris une calèche pour entrer, et Anne s'est plainte de devoir encore monter dans ce truc. Eden a expliqué que la distance jusqu'au centre de la porte de l'Ouest était très longue, et Anne s'est interrogée sur la taille des terres sur lesquelles vivent les humains. Eden lui a dit que la superficie de leur terre avait quadruplé depuis la guerre des races, ce qui l'a profondément choqué. Eden a expliqué que la victoire de l'humanité dans la guerre, qui était comme un miracle, avait conduit de manière inattendue à la création d'un royaume plus grand et plus prospère que jamais, et que l'humanité vivait maintenant son plus grand âge d'or. Eden a demandé à Anne son avis sur les progrès réalisés par les humains. Quand ils ont atteint le centre, le développement stupéfiant était évident, et elle a exprimé sa profonde admiration et s'est demandé ce que les humains avaient fait pour atteindre ce niveau. Anne a commencé à penser à ses nouvelles ambitions. Depuis qu'elle avait récupéré Isabelle, elle pouvait maintenant créer la famille la plus forte de tous les temps, et être la plus forte signifiait devenir le souverain absolu, et donc tout deviendrait sien. Eden la remarqua perdue dans ses pensées, l'interrompit et lui dit qu'il devait d'abord aller quelque part. Il l'a averti qu'elle pourrait ne pas aimer l'endroit et lui a demandé de ne pas se fâcher. Ils sont finalement arrivés à destination, et Anne était de mauvaise humeur, comme Eden l'avait pensé au quartier général des Chevaliers Archers. Anne a expliqué à Eden que la raison n'avait pas d'importance. Même si elle avait perdu la mémoire, elle n'aurait jamais pensé qu'elle viendrait un jour au quartier général des Chevaliers de l'Ordre. Anne regarda le bâtiment avec amertume, mais elle pensa que depuis qu'Isabelle était avec elle, il n'y avait rien à craindre. Puis elle réalisa que c'était une occasion parfaite. Ce quartier général était le centre du flux d'informations le plus important du royaume. Et si elle pouvait fusionner son pouvoir avec leurs informations, atteindre son objectif de construire la famille la plus forte deviendrait instantané. Eden lui a dit qu'elle serait encore plus surprise quand elle découvrirait qui ils allaient rencontrer. Puis il frappa à une porte, annonçant leur arrivée pour rencontrer le commandant adjoint des Chevaliers Archers et la personne qui prétend être le PDG de la beauté surnaturelle. Après qu'Eden ait annoncé leur arrivée, une femme aux cheveux roses qui dormait à son bureau s'est réveillée, pensant que le commandant était arrivé, mais elle a affirmé qu'elle ne dormait pas mais qu'elle était en état de méditation. La femme réalisa que le visiteur était Eden et se demanda où il était passé tout ce temps. Soudain, elle remarqua la présence d'Anne et la décrivit comme une petite fille mignonne. Son bureau était dans un état de chaos complet. La femme invita Eden et Anne à s'asseoir, mais il n'y avait pas d'endroit où ils pourraient s'asseoir à cause du désordre qui remplissait la pièce. Eden soupira, se demandant comment cela empirait à chaque fois qu'il lui rendait visite. La femme défendit son désordre, disant que tout était organisé à sa manière. La femme s'est présentée comme la commandante adjointe Milton Brett et a commenté qu'Anne, la cousine d'Eden, semblait avoir à peu près le même âge qu'Erland. La mention de ce nom a piqué la curiosité d'Anne, qui mangeait. Milton fut surpris qu'Anne ne connaisse pas Erland. Milton a interrogé Eden à ce sujet, et il a répondu évasivement qu'Anne était une parente éloignée, donc il ne voyait pas la nécessité de le mentionner, d'autant plus que les nouvelles concernant Erland n'étaient pas bonnes. Milton a commenté qu'il aurait au moins dû lui dire, d'autant plus qu'il avait passé toute sa vie à chercher sa sœur, et que c'était un miracle qu'il soit encore en vie compte tenu de sa mauvaise santé. Eaton a changé de sujet, expliquant qu'il était venu pour une autre raison et a posé des questions sur les rumeurs concernant l'apparition de la Red Hollow. Il a également entendu des rumeurs concernant la présence de nombreux alchimistes dans la région. À ce moment, un homme portant des lunettes de soleil est entré, se demandant si la voix qu'il avait entendue était celle d'Isaac. Milton l'a accueilli, et l'homme a révélé son identité, le commandant adjoint Hugh Anthony. Hugh a souhaité la bienvenue à Eden, notant que c'était la première fois qu'ils se rencontraient en face à face. Eden a demandé en plaisantant s'il pouvait voir avec ses lunettes, et Hugh a répondu non, disant qu'il ajoutait juste de l'attention à la situation. Il a ensuite deviné qu'Eden était venu à cause de cette affaire. Soudain, Hugh a ressenti une aura très dangereuse émanant d'Anne. Il réalisa que quelque chose d'impossible était en train de se produire et décida en lui-même qu'il devait tuer cette menace immédiatement. Hugh a lancé une attaque rapide et mortelle vers Anne, mais en un clin d'œil, Eden et Milton sont apparus, ont bloqué l'attaque et ont sauvé Anne. Milton s'est demandé avec colère ce que Hugh faisait, attaquant un enfant. Hugh Anthony a regardé Anne, demandant avec sarcasme si elle n'était qu'un enfant. Eden s'est tenu devant Anne pour la protéger, puis a averti Hugh qu'il fermerait les yeux cette fois, exigeant qu'il range immédiatement son épée et fournisse une explication à ce qui s'était passé.
Il a ajouté que s'il tirait à nouveau son épée sur son estimé invité sans raison, il appuierait sur la gâchette sans hésitation. Milatan est intervenu avec colère et a ordonné à Hugues de s'excuser immédiatement. Elle a poussé sa tête avec force vers le sol. Hugues s'est excusé abondamment, admettant qu'il avait commis un péché mortel. Il lui a assuré qu'il ferait tout pour apaiser sa colère et lui a demandé si elle était blessée, jurant de lui rendre au centuple. Anne l'a regardé avec dédain, le qualifiant de scélérat humain insensé, et lui a dit qu'il avait de la chance qu'elle possède une grande miséricorde. Eden et Milton ont regardé la scène dans un silence stupéfait. Eden s'est senti soulagé de voir quelqu'un d'autre que lui être tourmenté par Anne. Milatan a grondé Hugues, se demandant comment il pouvait ressentir une aura dangereuse venant d'une si mignonne petite fille. Hugues a admis qu'il avait fait une erreur en tirant son épée sans se rendre compte qu'elle était une enfant et a présenté à nouveau ses excuses, mais il a murmuré à Milton qu'il ne s'était pas trompé en sentant le danger. Eden a réfléchi à la situation. Il savait que Hugues, bien qu'incapable de voir, possédait une capacité de détection anormalement aiguë. Il en a conclu que Hugues n'avait pas senti le danger venant d'Anne, qui avait perdu la plupart de ses pouvoirs, mais plutôt l'aura dangereuse émanant d'Isabelle, qui était sous la forme d'une poupée. Mais il réalisa que Hugues ne serait pas sûr de la source du danger car il était impossible d'imaginer qu'un ours en peluche puisse posséder une telle puissance immense. Eden a décidé qu'il devrait partir dès que possible. Il est revenu au sujet principal et a posé des questions sur la grande explosion qui s'était produite il y a une semaine. Milatan a expliqué que les chevaliers archers étaient certains que la Red Hollow était responsable et qu'ils avaient demandé de l'aide. Elle a ajouté que l'attaque était délibérée et très évidente, comme si les auteurs voulaient attirer l'attention. Milatan a raconté des témoignages de personnes ayant vu une personne étrange portant une longue cape noire juste avant l'explosion. Des touffes de fourrure noire sortaient de sous sa cape, puis le bâtiment a explosé. Elle a confirmé que le signe distinctif du terroriste, selon de multiples témoignages, était un pétale en forme d'étoile sur le dos de sa main. Eden a confirmé qu'il s'agissait de la marque de la Red Hollow. Milatan a convenu, disant qu'ils avaient immédiatement demandé l'aide d'Arcta, mais que rien ne s'était passé jusqu'à présent, ce qu'elle trouvait très étrange. Hugues a posé une question à Eden, lui demandant si les rumeurs qu'il avait entendues auparavant selon lesquelles la Red Hollow était une organisation affiliée à Ivan étaient toujours valables. Eden a nié cette croyance, expliquant qu'il l'avait pensé au début, mais que les circonstances actuelles indiquaient qu'ils agissaient de manière totalement indépendante. Après un moment de réflexion silencieuse de Hugues, ce dernier a annoncé qu'il avait terminé son travail et qu'il partait, faisant ses adieux à Eden. Milatan s'est soudainement levé, s'opposant à ce qu'il parte de cette façon, et a commenté que Hugues dit toujours ce qu'il veut et puis s'en va simplement. Puis Eden lui a dit qu'il devait partir également. Milatan a été surprise par ces paroles, soulignant qu'ils s'étaient rencontrés après longtemps et qu'ils devraient au moins déjeuner ensemble. Eden s'est excusé, se justifiant en disant que sa cousine Anne était très timide avec les étrangers. Après que tout le monde soit parti, Milatan s'est retrouvé seul à se demander pourquoi elle était seule. Dehors, Eden a remercié Anne d'avoir enduré la situation précédente, grâce à laquelle ils ont pu obtenir des résultats. Anne lui a dit qu'elle avait faim, alors il lui a suggéré de se dépêcher de manger de la nourriture délicieuse. Mais Anne l'a interrompu en posant des questions sur l'organisation Red Hollow dont tout le monde faisait tout un plat. Eden a répondu qu'il lui expliquerait en marchant, précisant que cela les concernait en tant qu'alchimiste. Pendant ce temps, Milatan était dans son bureau en train d'essayer de se convaincre qu'elle n'était ni triste ni seule, que tout le monde était occupé par son travail et que cela ne la dérangeait pas du tout. Ses pensées ont été interrompues par la sonnerie du téléphone, et elle a répondu en tant que commandant adjoint Milatan des archers Knight. Après avoir écouté l'appelant, elle lui a dit calmement qu'elle arrivait immédiatement. Isabelle est revenue et a été très impressionnée par la beauté de la ville. Eden et Anne sont arrivés à Coldan Square, où Isabelle a été surprise par les curiosités étranges autour d'elle, s'interrogeant sur une voiture à l'ancienne et un ours distribuant des ballons à une petite fille. Eden a commencé à expliquer à Anne que l'organisation Red Hollow pouvait être considérée comme des traîtres et qu'ils étaient officiellement classés comme une organisation anti-alchimiste. Il a précisé qu'il s'agissait plus précisément d'alchimistes qui prônaient la libération de l'éther. Ils étaient soudainement apparus de nulle part et avaient soulevé la question des alchimistes utilisant leur propre vie comme force motrice pour l'alchimie, exigeant que l'éther soit distribué à tous les alchimistes afin qu'ils puissent utiliser l'alchimie sans restriction. Mais Eden a ajouté que si cela se produisait, cela entraînerait inévitablement l'effondrement de la ville flottante d'Arcta, qui est maintenue par l'éther, et on ne pouvait imaginer les problèmes qui pourraient survenir après cela. Anne a commenté avec sarcasme que ce n'était qu'un conflit interne, qu'ils agissaient avec arrogance, et lui a rappelé qu'il était venu jusqu'ici pour y mettre fin. Un chariot de crème glacée a attiré l'attention d'Isabelle, et elle s'est adressée à Eden en disant « Eh, Saint-Jaune, allons-nous en chercher une ?» Eden a commenté que voir Isabelle si captivée lui rappelait le passé. Mais alors qu'Anne était sur le point de manger la glace, quelqu'un l'a heurtée, la faisant tomber par terre. Le jeune homme qui l'a heurtée s'est excusé, mais il a soudainement reconnu Eden. Le jeune homme a appelé Eden par son nom, et Eden l'a reconnu aussi, car c'était Owen Arbon, l'alchimiste salamandre. Owen a exprimé sa joie de le rencontrer et lui a dit qu'il le cherchait.
Owen a mentionné qu'il venait d'arriver et a conclu que tant qu'Eden serait là, Charlotte devait être avec lui aussi. À ce moment, Isabelle a regardé la glace renversée sur le sol, puis a dit à Anne d'un ton vif que ce scélérat devait mourir et lui a demandé de donner l'ordre. Quand Eden a vu Owen parler de Charlotte, il s'est souvenu un instant qu'elle avait un béguin effrayant pour lui. Soudain, Charlotte est apparue à côté de lui, se demandant quelle était l'identité de la dame qui se tenait à côté de lui. Et Eden a remarqué que Charlotte venait de faire tomber la première glace qu'Isabelle avait jamais eue de sa vie. Soudain, une idée a frappé Eden, et il a sorti une petite fiole d'où il a libéré une créature gluante bleue appelée Bébé Collant. Charlotte a crié de joie à la vue de Bébé Collant, l'a accueilli chaleureusement et lui a demandé s'il allait bien pendant tout ce temps. Eden a dit à Charlotte qu'il avait reçu de l'aide cette fois-ci et que le jour où il aurait besoin de son aide était en effet arrivé, comme elle l'avait prédit. Charlotte a répondu qu'elle le lui avait dit, et que s'il l'avait écouté, il n'aurait rencontré aucun problème. Eden s'est dit qu'elle n'avait pas du tout changé. Pendant ce temps, Owen a suggéré une solution à la situation où il mangerait rapidement sa glace, puis la ferait intentionnellement tomber par terre. De cette façon, ils seraient tous les deux dans la même situation frustrante, et ce serait bien. Owen se considérait comme un génie, décrivant sa solution comme pacifique pour tout le monde, mais Anne dit doucement à Isabelle qu'elle lui accorderait un coup. Immédiatement après, Isabelle donna un puissant coup de poing à Owen qui le fit tomber au sol en hurlant de douleur. Owen se demanda pourquoi, et Isabelle lui dit qu'il était un singe stupide qui avait dépassé les bornes et que ceux qui le font reçoivent un coup de poing, l'avertissant de ne plus jamais insulter la glace. Charlotte fit remarquer qu'elle était d'accord pour dire qu'Owen était un idiot, mais elle ne pourrait jamais être d'accord avec un ours stupide qui n'est fort que près d'Eden, et ici son identité fut révélée, l'alchimiste oracle, Charlotte Catherine. Isabelle fut surprise d'être traitée d'ours stupide, mais Charlotte insista sur le fait qu'il était ridicule que quelqu'un qui lui semblait si inférieur existe et demanda à Eden s'il était d'accord. Soudain, il sembla qu'Isabelle comprit la situation. Elle attrapa les mains d'Eden, déclarant qu'elle n'avait pas l'intention de céder sa précieuse subordonnée à une renarde impolie. Charlotte fut choquée par ces paroles, se demandant de quel singe jaune et de quel subordonné précieux elle parlait. Charlotte attrapa la tête d'Eden, exigeant une explication pour le mensonge ridicule qu'elle venait d'entendre, mais Eden lui dit que l'histoire était un peu compliquée. Anne soupira et décida d'ignorer Charlotte, suggérant à Eden d'aller manger. Anne commenta sarcastiquement à quel point les gens autour d'Eden étaient stupides, et Isabelle acquiesça, puis invita Eden à les accompagner, l'appelant singe jaune. Eden suggéra qu'ils y aillent tous, et il expliquerait en chemin. Il demanda à Charlotte si elle avait déjeuné, et elle répondit non, confirmant qu'elle avait beaucoup à dire et qu'il devait tout lui dire honnêtement. En arrière-plan, Owen était allongé sur le sol, les suppliant de l'emmener avec eux. Plus tard dans un restaurant, Charlotte se plaignit à Eden qu'il n'était pas juste qu'il joue à des jeux aussi enfantins alors qu'elle ne le faisait pas, mais Eden lui dit de ne pas être jalouse d'un simple jeu enfantin. À ce moment-là, Isabelle, qui étreignait Eden, s'interrogea sur les étranges conversations qu'ils avaient eues pendant qu'elle était aux toilettes. Charlotte cria à Isabelle qu'elle devait être reconnaissante de la gentillesse d'Eden, mais Isabelle rétorqua de ne pas être ridicule car c'était elle qui avait de la générosité. Puis elle déclara, en tant que son aînée la plus gradée, qu'elle s'opposait complètement à elle. La dispute entre Charlotte et Isabelle dégénéra en une bagarre alors que Charlotte remettait en question l'identité d'Isabelle pour avoir parlé de la sorte. Alors qu'Isabelle insistait sur le fait qu'elle était l'aînée, Eden cria pour qu'elle s'arrête et demanda l'aide d'Owen. Anne demanda à Eden si cette scène lui semblait harmonieuse, et quand il acquiesça, Anne le traita de singe stupide. Plus tard, Eden demanda à Owen s'il avait passé une semaine dans cet endroit. Owen confirma cela, expliquant qu'il était venu à cause d'informations reliant la récente explosion à l'organisation Red Hollow. Charlotte ajouta qu'elle avait rejoint l'équipe d'enquête spéciale parce qu'Eden agit toujours en premier dans de tels cas. Elle avait pensé qu'Eden pourrait venir aussi. Puis elle commença à se plaindre qu'Eden s'occupe souvent de questions en dehors des demandes officielles, ne se présente que pour le travail lié à cet incident et disparaît complètement à moins qu'il ne soit nécessaire. Owen soupira, disant que sans la sage Grace, Eden aurait été renvoyé de son travail depuis longtemps, ce qui donna à Eden l'impression d'avoir reçu un coup dévastateur. Après cela, Owen suggéra un duel amical avec Eden, exprimant sa confiance en sa victoire cette fois-ci. Eden refusa catégoriquement sa demande, expliquant qu'ils avaient d'autres choses à faire après avoir mangé. Pendant ce temps, la bagarre entre Charlotte et Isabelle continuait, et Eden pensa que s'il restait avec elle plus longtemps, personne ne savait ce qui pourrait arriver. Alors qu'Eden et son groupe étaient sur le point de partir, Owen leur demanda où ils allaient et s'ils pouvaient venir avec eux, mais Anne refusa froidement sa demande. Eden essaya de tenter Owen en lui suggérant un dessert. Owen s'illumina à cette idée, mais Isabelle cria qu'il ne pouvait pas venir, et Anne confirma à nouveau le refus. Cela déclencha une dispute entre Anne et Isabelle, Anne disant que les ours devraient se contenter de manger de la viande, ce à quoi Isabelle rétorqua qu'il faut manger une alimentation équilibrée pour grandir et demanda ensuite sarcastiquement à Anne si elle était jalouse juste parce qu'elle était plus jolie qu'elle. Owen explosa de colère,
se demandant pourquoi tout le monde aimait une personne sans valeur comme Eden et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec leurs yeux. Eden se mit en colère et demanda à Owen pourquoi il soulevait à nouveau cette question, lui rappelant qu'il s'était occupé de l'affaire dans la forêt. Isabelle attrapa Eden par le cou, rappelant au singe jaune de ne pas répondre à sa maîtresse, Anne. Charlotte intervint et attrapa Isabelle, criant sur la sauvage et lui demandant comment elle osait menacer Eden. Anne se mit en colère et ordonna à l'humaine Charlotte de ne pas toucher Isabelle. Charlotte se bagarra avec Anne et Isabelle. Owen vit ce qui se passait et se dit que cela avait l'air intéressant, se demandant s'il devait intervenir. La situation dégénéra en une bagarre générale violente et chaotique. Ailleurs, 2 personnes regardaient la ville depuis un endroit élevé en buvant du café. L'un d'eux commenta qu'il n'avait jamais imaginé qu'il boirait du café dans un endroit comme celui-ci, décrivant la vue comme magnifique. L'autre exprima sa jalousie, souhaitant pouvoir profiter de cette vue à chaque fois. Le premier remarqua que le personnage principal était arrivé et demanda s'il devait commencer maintenant. L'autre répondit non, considérant qu'il était encore trop tôt et que les feux d'artifice sont plus beaux lorsqu'ils sont lancés la nuit. Il annonça ensuite que cette nuit-là, un spectacle de feux d'artifice fantastique commencerait. De retour au restaurant, tout le groupe fut mis à la porte et le propriétaire leur cria de ne plus jamais revenir. Isabelle lui promit qu'elle se souviendrait de ce qu'il avait fait. Ensuite, ils marchèrent tous dans un silence gênant. Owen soupira, disant qu'il ne pouvait rien faire dans cette atmosphère, et tout ce qu'il voulait était que la journée se passe paisiblement. Eden attrapa le visage d'Owen et lui dit de ne pas dire ça. Charlotte annonça que pour améliorer son humeur, elle commencerait une tempête de shopping, ce qui surprit Anne. Tout le monde se lança dans une folle virée shopping alors qu'Owen essayait de les arrêter, criant qu'ils avaient déjà passé 6 jours sur cette affaire du shopping et que tout ce qui s'y rapportait pouvait être considéré comme un crime. Isabelle l'interrompit avec sa question innocente, demandant si le shopping était quelque chose à manger, ce qui mit Charlotte en colère, qui lui dit d'arrêter de plaisanter car elle était de très mauvaise humeur. Anne expliqua à Charlotte, stupéfaite, qu'Isabelle ne mentait pas et qu'elle n'avait jamais fait de shopping de sa vie, ce que Charlotte trouva impossible. Au début, Charlotte pensa qu'Isabelle utilisait une astuce bon marché pour avoir l'air pitoyable, mais elle réalisa bientôt qu'elle avait tort car il était impossible que l'expression innocente sur le visage d'Isabelle soit un mensonge. À ce moment-là, Charlotte décida de prendre sur elle de guider Anne et Isabelle, leur disant de la suivre pour leur montrer tout ce qu'elles avaient manqué dans la vie. Owen remarqua que leur nombre était passé à 3, et Eden le réalisa aussi. La conclusion fut qu'Owen donne l'ordre de convoquer les chevaliers. Charlotte commença leur visite éducative dans une parfumerie, leur expliquant que le parfum est un accessoire de mode qui donne au corps un parfum agréable. Elle leur enseigna la façon courante d'appliquer le parfum en frottant doucement les poignets l'un contre l'autre après avoir vaporisé, puis en tamponnant un peu derrière les oreilles. Les filles semblaient très heureuses d'essayer les différents parfums, Isabelle exprimant son désir d'essayer d'autres senteurs, tandis qu'Anne se demandait si elle devait essayer une marque mondiale, et Charlotte choisit son parfum préféré. Pendant ce temps, Owen et Eden étaient assis dans un état d'épuisement total, Owen se demandant tristement s'ils passeraient 1 heure de plus dans ce magasin, le 4e dans lequel ils étaient entrés, estimant qu'ils avaient encore beaucoup de chemin à parcourir. Ils passèrent ensuite à un magasin de vêtements, où Isabelle exprima son admiration pour une robe qu'elle avait vue, mais Anne commenta que son design était magnifique, mais qu'il manquait une couleur audacieuse pour la faire ressortir. Charlotte acquiesça, confirmant que les couleurs fortes convenaient à Isabelle. L'épuisement d'Owen atteignit son apogée, et il hurla, se demandant quand ce supplice prendrait fin, réalisant qu'avec 3 personnes intéressées par le shopping, cela prendrait 3 fois plus de temps. Au coucher du soleil, Charlotte fit un cadeau à Isabelle, disant qu'il lui irait bien et lui demanda son avis. Le cadeau était une cape rouge avec une capuche, qu'Isabelle adorait beaucoup, commentant qu'elle ressemblait à la poupée ours en peluche qu'elles avaient vue plus tôt. Ensuite, Isabelle commença à chercher avec impatience quelque chose qui pourrait convenir à Anne. Alors que les filles s'amusaient, Eden et Owen marchaient silencieusement derrière elles, chargés de sacs de course. Soudain, Eden demanda à Owen pourquoi il ne s'était pas renseigné sur Anne et Isabelle car il pensait qu'il serait curieux de connaître leur histoire. Owen répondit qu'il n'avait rien entendu parler d'elle, mais supposa qu'Eden avait une raison de ne pas en parler, et qu'il en était de même pour Charlotte. Owen ajouta qu'Eden ne fait rien sans raison. Et même s'il sentait que quelque chose était étrange, il lui faisait entièrement confiance et savait qu'il lui dirait tout en temps voulu. Leur conversation fut interrompue par les voix des filles suggérant d'aller manger un parfait. L'excitation d'Eden augmenta sensiblement à la perspective d'y aller, surtout après s'être souvenu que le plat spécial de parfait l'attendait. Plus tard, un homme mystérieux parla d'une voix calme, notant qu'il était temps de se remettre au travail. La longue journée de shopping s'est finalement terminée, et tout le monde avait l'impression de s'être rapproché. Charlotte a demandé aux filles si elles comprenaient maintenant la joie du shopping, et elles ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme, exprimant leur désir de répéter l'expérience et de visiter les magasins qu'elles n'avaient pas pu explorer. Cette nuit-là, Anne s'est adressée à Charlotte, lui disant qu'elle était la véritable alchimiste ultime, contrairement à cet homme qui ne faisait que parler, faisant référence à Eden,
qui était agacé par ce commentaire. Eden a protesté contre ces paroles, expliquant que si les promesses étaient tenues, il pourrait lui aussi devenir l'alchimiste ultime, mais une voix mystérieuse lui a répondu sarcastiquement en lui demandant si c'était lui qui allait devenir l'alchimiste ultime. Soudain, une personne mystérieuse est apparue devant Eden et l'a touché à la poitrine, ce qui lui a coupé le souffle. L'étranger a attrapé la petite créature sur la tête d'Eden, disant qu'un chien errant se moquerait de son affirmation. Puis l'étranger a dit à Eden de ne pas se surestimer et qu'il allait prendre son partenaire pendant un certain temps avant de s'enfuir. Anne a regardé l'homme avec colère alors qu'il s'éloignait et l'a traité de fripouille, puis a dit à Isabelle qu'elles allaient le suivre, et elle a immédiatement accepté. Mais quand Eden a essayé de bouger, il a senti que c'était difficile et s'est demandé si c'était à cause de l'alchimie. Sur ce, Owen a posé sa main sur l'épaule d'Eden et lui a demandé d'attendre pendant qu'il allait poursuivre le ravisseur. Anne s'y est opposée, insistant sur le fait qu'elle récupérerait Medini dès que possible. Eden a essayé de les arrêter et les a suppliés de l'emmener avec eux. Pendant ce temps, Charlotte a couru vers Eden, inquiète, pour lui demander s'il allait bien et s'assurer qu'il n'avait pas été blessé. À ce moment-là, une explosion effrayante est venue de derrière eux. La scène a été interrompue par un appel à l'aide de quelqu'un qui courait dans la rue, criant à l'aide contre un monstre féroce qui le poursuivait. Une étrange petite créature est apparue. Quand quelqu'un la touchait, elle le saluait avec le mot « bonjour » avant de se transformer en une boule de feu et d'exploser. L'explosion a provoqué une onde de choc qui a étourdi tout le monde, et Eden a commenté qu'ils étaient enfin apparus. Cela a été suivi par l'apparition d'un grand nombre de ces monstres explosifs dans toute la ville, semant la panique parmi les gens qui ont commencé à crier et à fuir, s'avertissant les uns les autres que ces créatures explosent à l'impact. Une de ces créatures s'est approchée d'un enfant qui courait avec sa mère et était sur le point d'exploser sur lui avant qu'Eden n'intervienne et ne sauve la situation en ralentissant le temps. Puis une explosion violette massive s'est produite près de l'enfant et de sa mère. Eden a crié à Charlotte, lui ordonnant de se concentrer d'abord sur le sauvetage des gens, et elle a répondu immédiatement. Charlotte a utilisé l'alchimie et a versé un liquide bleu sur le sol, qui s'est rapidement matérialisé en sa créature, Sticky. Charlotte a ordonné à Sticky d'évacuer tout le monde, et la créature a immédiatement commencé à sauver des civils en utilisant son corps pour créer des toboggans et des passages sûrs pour eux. Au milieu du chaos, Owen est apparu entouré de flammes, connu sous le nom de Salamandre et de Demi-Dragon, et a annoncé qu'il s'occuperait du reste. Ensuite, Owen a lancé une attaque massive de feu de sa bouche, anéantissant tous les monstres sur son passage. Eden a regardé la scène de loin et s'est senti soulagé de ne pas être arrivé trop tard. Après qu'Owen ait détruit les monstres, Charlotte a commenté que cela faisait vraiment longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé ensemble tous les trois, alors qu'elle étreignait Eden, qui se demandait si cela faisait vraiment si longtemps. Mais Owen a rapidement regardé l'horizon, expliquant que ce n'était pas encore fini, et qu'il semblait que les monstres n'étaient pas apparus uniquement à cet endroit. Au milieu du chaos qui a envahi la ville, une femme chevalier dirigeait les citoyens pour qu'ils évacuent et se dirigent vers le terrain le plus élevé possible, en donnant la priorité au soutien des blessés. Elle a crié à quelqu'un d'autre nommé Alan, l'exhortant à être prudent et vigilant s'il voulait survivre, et Alan a répondu qu'il arrivait tout de suite. Soudain, un des petits monstres est apparu devant Alan. Il a éloigné la femme qu'il portait au dernier moment, de sorte que l'explosion ne l'a touché que lui. Alan est tombé au sol, et ses compagnons ont crié son nom de terreur. Ailleurs, Isabelle a continué à poursuivre le ravisseur qui s'est dit qu'elle était plus persistante qu'il ne l'avait imaginé. Le ravisseur s'est senti fatigué de courir et a décidé qu'il était temps de disparaître. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Isabelle a soudainement jeté son épée sur lui et l'a attaqué, lui demandant sarcastiquement s'il n'avait pas entendu sa maîtresse lui ordonner de s'arrêter. Le ravisseur a soupiré, réalisant que tant que cela impliquait cet homme, rien ne serait ordinaire. Il a ensuite demandé aux deux filles si elles étaient aussi alchimistes, ce qu'Anne a catégoriquement nié, lui ordonnant d'arrêter ses bêtises et de remettre Medini ou de partir. Le ravisseur a répondu que c'était dommage, puis a utilisé une technique appelée verrouillage de flèche pour piéger Medini à l'intérieur d'un cube bleu. Il a révélé son identité en tant qu'ancien alchimiste de l'ère Isaac et leur a dit qu'il ne pouvait pas les recommander pour le Red Hollow, donc leur mort ici serait l'option la plus propre. Ensuite, Isaac a frappé du pied sur le sol et s'est envolé dans les airs, lançant une attaque qu'il a appelée aérofractale, ce qui a fait éclater le sol sous les deux filles. Isabelle a été surprise par la distorsion du sol. Isabelle a demandé à Anne d'attendre un instant et qu'elle reviendrait après avoir terminé sa mission. Puis elle a lancé une attaque sur Isaac, lui donnant un coup de pied puissant qu'il n'a pas pu esquiver. Isaac a été étonné par sa vitesse avant qu'Isabelle ne l'attaque à nouveau. Isabelle a utilisé l'une de ses compétences pour approcher Isaac rapidement. Isaac a remarqué le danger de l'attaque et a activé un bouclier d'énergie autour de lui. Soudain, Isabelle est apparue, perçant le bouclier, et a dit à Isaac que s'il allait mourir, il devait mourir avec grâce. Elle a ensuite percé le corps d'Isaac, le faisant crier de douleur. Après cela, Isaac a dirigé la même attaque aérofractale vers l'Isabelle choquée. L'attaque a durement touché Isabelle et l'a envoyée voler, faisant crier Anne son nom. Isabelle s'est relevée en toussant et a rassuré Anne en lui disant qu'elle allait bien,
exprimant son embarras de montrer ce côté faible et insistant sur le fait qu'elle finirait rapidement. Isabelle a jeté une rose rouge en l'air, et elle s'est transformée en une grande épée, ce qui a étonné Isaac. Face à l'épée, Isaac, blessé, a utilisé une technique appelée Stratus Gate. Pour créer une puissante barrière d'air comprimé autour de lui, il a souri avec confiance en pensant que même si Isabelle était un monstre, le simple fait de toucher cette barrière à haute pression ferait exploser tout son corps. Après avoir senti qu'il avait gagné du temps, il a commencé à réfléchir à son prochain mouvement, se demandant s'il fallait prolonger le combat, y mettre fin rapidement ou simplement choisir la meilleure option, qui était de s'échapper. Mais pendant qu'il était occupé à réfléchir, l'épée rose d'Isabelle a facilement percé sa barrière, le laissant dans un état de choc alors qu'il s'interrogeait sur la nature de cette arme. Isabelle s'est approchée de lui avec colère, lui demandant comment il pouvait agir de manière aussi détendue devant elle. Avant qu'Isabelle ne puisse poursuivre son attaque, Isaac a utilisé la même technique aérofractale sur son épée, la faisant lâcher prise. Isabelle n'a pas abandonné. Elle a utilisé sa force physique pour briser le bouclier d'énergie qui l'entourait, ce qui a entraîné la destruction du corps d'Isabelle. Isabelle a regardé Isaac et l'a traité de sale racaille, se demandant comment il osait menacer les Diane. Isaac a été surpris quand Isabelle a réussi à briser le bouclier si facilement. Isabelle a immédiatement lancé un assaut violent et rapide de coups de poing et de pied sur Isaac qui a réalisé que les choses pourraient très mal tourner dans cette situation. L'attaque brutale d'Isabelle s'est poursuivie, se terminant par un puissant coup de pied qui a fait tomber Isaac au sol alors qu'elle jurait de lui faire regretter même en enfer. Soudain, il a commencé à crier et à implorer grâce, disant qu'il voulait vivre, mais il a rapidement révélé son stratagème avec un sourire rusé et a demandé sarcastiquement à Isabelle si elle pensait vraiment qu'il dirait cela. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.